Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un bon café entre amis. Je serai votre animatrice Audrey et comme d'habitude, je suis avec la lumineuse, la rayonnante Catherine. Comment ça va? Allô, ça va bien? J'ai mis des vrais pantalons aujourd'hui. Détail important dans ce médium qui n'est pas visuel pour Saint-Saëns. Absolument, mais parce que je pensais que peut-être qu'on allait se filmer, puis là je me suis dit, me mettre belle, mais aussi mon uniforme de maman, c'est des leggings, tu sais. Ben là, Fait que quand je mets des vrais pantalons, c'est comme un événement. ben là, je dois t'avouer que moi, j'ai mis ton uniforme de Ben, maman. c'est ça, j'ai remarqué que j'étais comme overdressed avec mes dress pants, là. Ah non! Non, mais je pensais, d'habitude, tu sais, quand j'arrive chez vous, t'es toujours super bien habillée avec des beaux pantalons, avec des beaux dress pants. Oh. Puis là, tu fais comme l'affaire que les Françaises font. J'ai regardé un vidéo YouTube sur la mode, c'était sur les Françaises. Ouais, du capsule wardrobe. Oui! Exactement! Mon Dieu, je pensais que j'étais la seule qui connaissait ça. Mais non, c'est ça. Fait que t'as tes pantalons, tes dress pants avec comme un chandail casual oversize. Puis que là, ça vient comme balancer, justement, ton look. C'est pas tout casual, puis c'est pas tout business attire. C'est mon uniforme. C'est merveilleux, ça. Mais non, pour vrai, c'est parce que ce que j'aime de ce look-là, c'est qu'il est comme vraiment facile et confortable, puis il passe pas de mode. Non, ben c'est ça, Fait que effectivement. t'as juste besoin de comme des bons dress pants, il y en a plein chez Simons, puis un t-shirt blanc, un t-shirt rayé, puis un t-shirt d'une couleur quelconque. Et t'es en beeswax. Absolument. Et non, moi je suis en mode legging et mon emotional support chandail trop grand de Nine Inch Nails. Mais mes cheveux puis ma face sont faits. C'est bien. Fait que, ben on peut se filmer pareil, mais parce que de toute façon, on a une table en avant de nous autres. Fait que, on peut être en pidge. J'avoue, hein. C'est tout un... J'ai vraiment overthink mon outfit, là, Ben moi, non, avec mes c'est petits pas pantalons. grave, t'en Mes profites, petits dress c'est pants. fun. Ben là, quand je sors de chez nous, des fois, je peux mettre des dress pants. Ben, tu peux mettre ta robe de base, si tu veux. Non, Ça elle me me fait dérange pas. plus. Ben non, je l'ai plus, en fait, mais je suis pas sûre qu'elle me faisait non plus. Moi, mes parents l'ont encore. Wow, pour vrai? Ouais. La mienne était faite custom, en plus. La mienne mais aussi. c'était pas... ouais. En tout cas, elle était moi, faite je custom, mais elle pense- était un peu mid, mais c'est pas grave. Mais moi aussi, je pense qu'elle me fait plus. Regret de balle de finissant. Ma robe était mid. Donc, avant, naturellement, de vous parler de crime, on va vous présenter un café. Y a-t-il eu un crime? Ça va être la question qu'on va se poser beaucoup aujourd'hui. Ah, bon. J'entends à mon père. Yeah! Mhm. Mais, on sait pas s'il y a un crime, mais il y a un café. Parce que, la semaine passée, mais là, au moment, au moment où cet épisode va être diffusé, ça va être là un petit bout. Non, ça va être il y a 2 semaines passées. Ouais, on est genre une semaine avant. C'est rare Ouais. qu'on est proche de même de notre deadline. C'est pas grave, on va y We aller. like cutting it close. Fait qu'on a été au Café Collectif, qui était un genre de festival du café à la Société des arts technologiques à Montréal. Et on a pu goûter du café jusqu'à ce qu'on passe proche de faire une crise de cœur. Oh mon Dieu, on avait le shake pour vrai. Ça avait plus Oui, les d'allure. deux, on avait l'air d'avoir fait une coupe de ligne dans la salle de bain. Avec Eric Bruno. Exactement. Mais on a découvert plein de cafés vraiment originaux et vraiment intéressants. Et un des cafés qu'on a découvert, c'est le torréfacteur Bin et Bonheur, qui vient de Saint-Jean-sur-le-Richelieu, sur la rive sud. Sur le Richelieu. Exactement. Ça le dit dans le nom. Ça le dit dans le nom. C'est bien parfait. fait. C'est bien fait, hein, ces petites C'est bébites-là. bien fait, la rive sud. Oh! Alors, le café qu'on s'est procuré de Bin et Bonheur, c'est le Red Fruits, qui vient de la Colombie et c'est une fermentation multiple. Et sur place, on l'avait goûté en filtre Mhm. et il avait un côté assez acidulé. Mais là, aujourd'hui, on le boit en espresso et on doit vous dire, mesdames et messieurs, que c'est pas mal plus ça, son bag. Il est vraiment délicieux et l'acidité est beaucoup coupée Oui. par le mode de torréfaction, le mode de préparation. Mhm. Il goûte beaucoup plus fumé qu'en filtre. Donc, si vous vous le procurez, moi, je vous recommande de le faire en espresso, mais vivez vos vies. Vous êtes libre. Vous avez free will. Puis on nous a expliqué que aussi la co-fermentation, c'est comme la nouvelle grosse mode Oui. dans le monde de la micro-torréfaction. C'est à peu près comme tu sais, le même processus, mettons, que quand tu bois du thé aromatisé. Tu sais, Oui. Donc, du thé infusé à quelque chose, là. C'est ça.
C'est ça, c'est qu'ils font fermenter le café avec d'autres choses. Genre Ici- des fruits, des affaires comme ça, pour donner un goût supplémentaire. Donc ici, c'était aux petits fruits rouges et c'est vraiment un délicieux café. Alors on répète, c'est Bin et Bonheur qui sont situés à Saint-Jean-sur-Richelieu dans la rive sud, mais sinon c'est disponible sur Internet. On va naturellement les taguer sur nos réseaux sociaux pour que vous puissiez aller les espionner et qui sait vous procurer de délicieuses denrées pour vous réveiller le matin ou l'après-midi quand vous en avez besoin. Mhm, Et maintenant qu'on a du café, mhm. on passe la parole à Catherine pour savoir si est-ce qu'il y a un crime aujourd'hui. Ah, je sais pas. On Il y va- a des crimes. J'ai encore fait une histoire où est-ce que je me suis dit, je réfléchissais à ma vie, puis je me suis dit, c'est mon podcast, c'est mon projet. J'ai le droit de faire ce que je veux. Non, mais j'ai décidé de faire un cas dans un cas. Parce qu'il y avait deux histoires dont je voulais vous parler, dont une qui correspondait pas à nos critères de géolocalisation du Québec. Fait que j'étais comme, ha ha ha, m'a trouvé une façon d'en parler par la bande. Puis finalement, l'autre cas que j'ai fait pour englober, celui qui se passe au Québec, pour englober le premier cas dont je voulais parler, finalement était beaucoup plus intéressant que ce que je pensais. J'ai creusé beaucoup. Fait qu'aujourd'hui, on va s'obstiner à savoir à qui appartient notre image. Qui a le droit de faire ça à des modèles qu'on photographie dans la rue? Leur consentement. Ah, exactement! C'est ça Ouais. la... Patrick ça- Bruel, il connaît beaucoup ça sans le consentement. Sans le ben, je sais, ça a mal vieilli, hein, ça. Fun fact, mon beau-frère est nommé d'après Patrick Bruel. Ah, oups. Oups! On le salue. Ah, oups! C'est correct. Mais- C'était aussi sans son consentement. C'était aussi sans son consentement. Alors, mes sources, j'ai un segment de Aujourd'hui l'histoire avec un professeur de l'UQAM qui s'appelait Vincent Lavoie qui venait commenter. C'était un prof, il me semble de la faculté de com. Parce que tu sais, c'est le droit à l'image. On va parler de photos aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est ça. Un segment d'Aujourd'hui l'histoire m'a donné les bases. Après ça, je suis allée regarder des entrées de l'encyclopédie canadienne. Oh. Et je suis aussi allée lire un des cas de cour et des jugements de la Cour suprême du Canada. Ouh. Je sais, moi je rends ça intelligible pour vous, c'est de la job. Vous le savez pas, mais ça en est. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de Gilbert Duclos et le droit à l'image. Es-tu prête à mettre un petit peu de photos dans ton café? Oui, ça va les aider à développer. Oui! C'est comme il y a un petit liquide dans les chambres rouges quand on Pareil, développe pareil. les photos. Moi j'avais ça. T'as-tu déjà fait ça? Petite parenthèse, de faire développer des photos. Non, mais je suis vraiment curieuse. Moi, j'ai fait ça, puis j'étais la dernière année à le faire parce que j'ai suivi un cours d'art et com en secondaire 4, puis après Ah. ça, il passait 100% au numérique. Fait que j'étais la dernière année à faire vraiment, à développer la photo dans les chambres noires. Il faisait ça à ton école Oui, secondaire. il faisait ça à mon école secondaire, il y avait un studio photo. Wow. Ah, c'était vraiment cool! Fait que j'ai appris les techniques pour développer des pellicules. Non, nous, C'est on super avait... nice. on avait un petit théâtre d'art dramatique, là. Ah, ben, t'es fun, ça. Il y en a qu'on faisait. Mais Ouais. non, j'ai jamais développé de photos, puis je sais pas, le processus m'intrigue vraiment beaucoup, là, de... Je sais pas, on dirait que de tremper ton papier, puis tout à coup, il y a une image dessus. Ouais. Pour moi, je suis comme, c'est le plus proche qu'on va avoir de la magie dans la vraie vie. 100%. Il y a plein de choses que c'est proche de la magie dans la vraie vie, parce qu'il y a tellement de choses dans le monde que je comprends pas, dont la photo. Et cette histoire que je vais vous raconter maintenant. Yeah. Fait que notre histoire commence en 1988 à Montréal, Wow. dans le centre-ville. Wow! Gilbert Duclos est un photographe de rue. C'est un photographe qui est constamment à la recherche d'images cocasses et intéressantes, à croquer dans les rues du monde, parce qu'il travaille sur une série de photos qui s'appelle Cité. C-I-T. Mhm. Bon, il y a plein de façons Ah oui. d'écrire Cité, je voulais l'appeler. Donc, il fait des photos, des portraits de rue, et il croque des scènes un peu partout au Canada, en Europe et aussi aux États-Unis. En Europe, c'est principalement en France, qui est comme la place où il y a beaucoup étudié la photo. Il y a des Américains présentement qui nous écoutent, puis sont comme, ouais, l'Europe. L'Europe, c'est Ouais, la tu France. sais, l'Europe en général. Ouais, Ben, c'est ouais, parce que l'Europe. c'est ça. Sur son site web, à Gilbert Duclos, ça disait au Canada, en Europe et aux États-Unis. Mais en fait, c'est comme basically à Montréal, à New York, puis comme à Paris. C'est à peu près juste 3 villes. Mais donc, c'est ça. Il fait une série qui s'appelle Cité, où est-ce qu'il veut justement documenter la vie quotidienne des gens, un petit peu partout. Et là, il voit une jeune femme qui est assise sur le pas d'une succursale de la Banque Scotia, dans le centre-ville. La fille porte des jeans, bien sûr.
avec les jambes drettes, là, tu sais, dans le temps que les jeans, c'était Ouais. des vrais denim, puis c'était vraiment Yeah, stiff, là. Elle est assise avec, tu sais, les genoux écartés. Elle a un chandail sombre, un pull vert en laine foncée. Elle regarde au loin. Elle a des cheveux bleachés. Elle a comme un mini mohawk. Elle est vraiment cool. Ouais, c'est une belle photo. C'est une belle photo. Tu sais c'est quoi la photo dont Oui, je tu me parle? l'avais envoyée. Ben oui, c'est ça. C'est une belle photo. Gilbert Duclos la prend en photo, comme plein d'autres gens à Montréal ce jour-là. Puis ensuite, ben tu sais, il va aller faire le tour des médias. Et éventuellement, ben, une revue culturelle qui s'appelait Vice Versa, qui n'existe plus aujourd'hui, a décidé de reprendre cette photo-là, la photo de la jeune fille sur le pas de la banque, pour la mettre en couverture de son édition de juin, il me semble, juin 1988. La revue s'est vendue à 722 exemplaires. Oh my God! Et cette revue va complètement changer la trajectoire de la carrière de Gilbert Duclos. Grâce à ces 722 personnes. Absolument. Alors, c'est qui Gilbert Duclos? Qui? Gilbert Duclos est né en 1952 à Montréal. À 18 ans, il met ses études sur pause et s'envole vers Paris parce qu'il s'en va vivre la vie bohème comme Charles Aznavour. C'est pas mal ça le mood de cet homme, en général. Son séjour d'1 an à Paris sera ponctué d'escapades en Angleterre, en Allemagne, en Espagne et au Maroc parce que comme une fois que t'es dans ce bout-là, tout est pas mal proche. Ouais, tu peux juste aller prendre une marche puis changer de pays, là. Ben, c'est ça. Quand il est à Paris, il fait plein de petits boulots. Il est serveur, il est coursier à vélo et tout pour subvenir à ses besoins. Et c'est là la première fois qu'il va prendre des photos avec un Instamatic de Kodak. Oh! Durant ses temps libres, il flâne dans Paris. Il découvre, selon ses termes, l'art de la flânerie sur les grands boulevards et les terrasses. Et c'est là aussi qu'il va développer sa démarche de photographe. Il se Dans le réclame... sens de comment il marche, là. You can tell by the way I walk. I'm a photograph. No time to talk. Mais non, il va développer sa démarche dans le sens où il va commencer à prendre des photos un petit peu partout et tout à coup se réclamer de l'héritage de Doisneau, le grand photographe français. Mon Dieu, ta face! Je suis comme, OK, monsieur. Oui, c'est ça. Non, mais il se réclame... Moi puis Robert Doisneau, Ouais, là. ouais. De même. On était de même, OK? Non, c'est un très grand photographe, là. Non, je Robert sais. Doisneau. Je sais, on va y revenir plus tard dans l'histoire. Mais donc, lui, il capote sur ce que Doisneau faisait, qui appartient... Doisneau, il a comme fondé... En fait, il est un des premiers à faire ce qui s'appelait la photographie humaniste. L'idée de la photographie humaniste, c'était justement de capturer la nature humaine de manière candide. Donc, c'est pas posé, c'est juste tu te promènes dans la rue, tu prends les photos des gens. Bon. Après ça, Gilbert Duclos revient à Montréal, il étudie en photographie au Cégep du Vieux et il développe de plus en plus sa pratique. Donc, oui, comme j'ai dit, la photo humaniste, l'idée derrière ça, puis l'idée qui va justement animer toute la carrière de Gilbert Duclos, c'est l'idée de documenter l'être humain dans sa vie quotidienne. Fait que c'est comme une recherche visuelle de comme capturer la candeur des moments banals de la vie des gens. Ah, c'est magnifique. C'est une pratique qui a été instituée dans l'après-guerre et l'objectif de cette pratique était apparemment de tisser les liens entre les individus. Dans cet esprit où, dans le lieu public appartient à tous les individus. Donc, la rue est à tout le monde, nous sommes à tout le monde, et à travers la photo humaniste, nous allons tous redevenir des amis après la Deuxième Guerre mondiale. Et faire une chaîne humaine. T'aimes-tu ça? C'est beau, hein? Ouais. C'est tout un plan, là. C'est vraiment tout un plan. Fait que là, de retour en 1988, avec la magnifique photo de la jeune fille sur la couverture de Vice Versa. Oui. Gilbert Duclos, lui, à ce moment-là, c'est pas un bout, là, qui fait de la photo. OK, on est en 88, il est né en 52, fait que c'est ça, il était à mi-trentaine. Bon. Fait que ça fait, tu sais, une quinzaine d'années déjà qu'il fait de la photographie. Il est bien établi, ça va bien, sa vie est magnifique. Il y a une personne, par contre, dont la vie est moins magnifique, et c'est la jeune fille qui a pris en photo sur le pas de la Banque Scotia. Cette jeune fille s'appelle Pascale Claude Aubry. Elle a 17 ans, et à un moment donné, il y a un de ses amis qui l'approche, puis qui est comme « Yo, il y a une photo de toi sur le cover d'un magazine. » Elle était pas au courant que ça allait arriver, et selon ses dires, elle est embarrassée par la diffusion publique de son image. Elle trouve que c'est une situation qui est embêtante, voire intimidante pour elle, parce que ses amis rient d'elle. C'est la photo, Alors, elle décide voir que... Non, elle se dit. La décision vient après. Elle se dit, voir que
ce photographe-là avait le droit de prendre ma photo puis mettre ça sur un magazine puis que je n'étais pas consultée. C'est vraiment whack. Et elle décide d'intenter une action en responsabilité civile. Donc, elle va déposer une plainte au civil pour atteinte à ses droits de la personne, selon les droits de la personne établis par la Charte des droits de la personne. Bon. Ouais. Et elle cherche une réparation monétaire. Elle veut demander jusqu'à 10 000 $ de réparation pour ses dommages comme moraux qu'elle a vécu à cause de ça. Fait que là, on se pose des questions à l'aube de ce procès. On se demande, quand tu prends la photo à quelqu'un, ou quand tu fais de l'art, qu'est-ce qui est dans l'intérêt du public? Qu'est-ce qui est dans l'intérêt de l'artiste? Puis surtout, c'est quoi les limites de la liberté artistique et de la liberté d'expression? C'est une affaire qui est... les limites de la liberté d'expression, c'est quelque chose qui est très présent dans la sphère médiatique, puis surtout la sphère judiciaire, à cause de la saga du professeur Jim Keegstra. As-tu déjà entendu parler de Jim Keegstra? Non, ça me dit rien. OK. Quelques années plus tôt en Alberta, fait qu'en 1984 en Alberta, dans une petite ville qui s'appelait Eckville, il y avait un gars qui s'appelait Jim Keegstra, qui était né à Vulcan, en Alberta. Moi, je trouvais ça très drôle. Il est né presque sur la même planète que Spock. Ouais, j'étais comme, what? Donc, James Keegstra, dit Jim, est né sur la planète de Spock et il est le maire de la petite ville de Eckville, en Alberta, et il est aussi enseignant à l'école intermédiaire et secondaire de Eckville. Et durant plus d'une décennie, depuis plus d'une décennie à ce moment-là, en fait, Jim Keegstra enseigne à ses élèves que l'Holocauste n'est pas arrivé pour vrai. Ah! Et que les personnes juives sont des personnes indésirables. Il utilise des termes odieux et péjoratifs. Ah, pour parler des personnes. l'Alberta, toujours égal à toi-même. C'est génial, n'est-ce pas? Félicitations. Fait que là, à plusieurs reprises, il y a des plaintes qui sont Avec les déposées fucking raison. au commissaire de la commission scolaire. Ben oui, je comprends, tu sais. Fait qu'on demande à Jim Keegstra d'arrêter d'enseigner des affaires racistes et antisémites, ainsi que des théories du complot, évidemment, erronées. Oui, peux-tu arrêter d'être un sale antisémite sale Non, pour te citer? Non, il a dit non, il voulait pas arrêter d'être un Non. sale antisémite sale. Non, c'est mon activité préférée, et si je continue comme ça, je pourrais devenir le président des États-Unis. Non, mais tu comprends pas. C'est son activité préférée, mais aussi, c'est son droit inaliénable, Non. parce que c'est sa liberté d'expression Non. qui est balisée selon la Charte des droits de la personne. Ouais, mais au Il Canada, a fonctionne le pas comme droit ça. d'exprimer. Le Canada, on fonctionnait comme ça, jusqu'à Jim Keegstra. Ah, d'accord, Ah, ah! je m'excuse. Là, t'es allé... Je m'excuse, j'ai mis un beurre en avant de la charrue. Non, mais c'est ça qu'il faut faire. T'as mis la charrue en avant des bœufs. Là, t'as déconstruit l'expression en plus. Mais donc, OK, en 1982, bon, il est congédié de son poste, puis après ça, il est radié de comme le Alberta Teachers Union, là. OK. Bon. Fait qu'il a plus le droit d'enseigner et se prépare un procès au criminel. Fait que ça va être un procès devant jury qui va être entamé en 1984 en juin. Et les accusations qui sont portées à son encontre l'accusent de fomenter la haine contre un groupe identifiable. Keegstra refuse l'accusation, stipulant le droit à la liberté d'expression. Selon lui, chacun a les libertés fondamentales suivantes: la liberté de penser, la liberté de croyance, d'opinion, d'expression et la liberté de communication de ses croyances. Moi, j'ai la liberté de mon poing dans ta face. Ouais, le monde avait aussi la liberté de leur point dans sa face, mais ça, il a pas mentionné ça. Lui, il faisait juste citer, justement, ce qui est mentionné par la Charte des droits. Bon. Le procès de Jim Keegstra n'est pas un procès facile. Il dure 70 jours, ce qui est long pour un procès comme ça. Et quand le verdict est rendu, le jury le trouve coupable et détermine que la liberté d'expression de quelqu'un ne cautionne pas d'avoir des propos haineux. Il est condamné à verser une amende de 5 000 $. Fait que là, il interjette et il renvoie ça à la Cour d'appel de l'Alberta, laquelle reconnaît son argument comme quoi ça brimait sa liberté d'expression que de l'empêcher de dire ça. Et la Cour d'appel va donc annuler sa condamnation. Alors, la couronne va faire appel de cette décision-là, et ça va se rendre jusqu'à la Cour suprême. Je suis comme vraiment investie, là, je suis comme... Ouais. Fait que la couronne fait appel, la Cour d'appel est d'accord que son droit à la liberté d'expression a été enfreint. Fait que là, ils ont renversé le jugement, puis la Cour d'appel est comme « Non, mais nous autres, on n'est pas d'accord. » Fait que ça va jusqu'à la Cour suprême. Ouais. Puis là, à la Cour suprême, comment ça fonctionne? C'est que c'est pas un procès devant jury, c'est un procès devant un panel de 7 juges. Bon.
Je sais pas, je t'explique ça, mais tu le sais c'est quoi. Non, mais c'est pour nos auditoristes. Oui, c'est pour les auditoristes, mais oui, bon. Effectivement, la Cour suprême, il n'y a pas de jury. OK. Fait que là, petite parenthèse, que prévoit exactement la Charte des droits et libertés? La Charte prévoit la liberté d'expression, mais stipule aussi que les libertés qui sont énoncées ne peuvent être restreintes que dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. Alors, au terme du procès de la Cour suprême, les 7 juges qui président concluent que l'interdiction relative à la propagande haineuse de Kijkstra enfreint effectivement son droit de liberté d'expression. Par contre, 4 des 7 juges déclarent que les dispositions qui permettent de limiter la liberté d'expression selon la charte s'appliquent aux propos de Kijkstra. Donc, faire des propos haineux, ça constitue la limite raisonnable de la liberté d'expression. Fait que oui, sa liberté d'expression est enfreinte, mais dans ce cas-ci, on devrait baliser pour que la liberté d'expression exclue des propos haineux envers des groupes identifiables. C'est ça qu'ils ont déterminé. C'est là qu'ils ont mis la limite, justement. Puis avant ça, tu pouvais dire absolument n'importe quoi, puis c'est comme, tu peux dire absolument n'importe quoi tant que ça n'a pas trop de répercussions. Tu sais, selon ce qui est raisonnable. Puis avec l'affaire de Jim Kijkstra, justement, ce que ça a créé comme précédent, c'est que ça a déterminé c'est quoi qui était irraisonnable. Ah, c'est bon. Fait que d'avoir des propos haineux puis antisémites, ça, c'est au-delà de la limite raisonnable de la liberté d'expression permise au Canada. J'ai-tu bien expliqué? Ouais, ben moi, je suis comme vraiment investie, puis je comprends pas pourquoi tu me disais comme, je sais pas si ça va être intéressant, parce que moi, je suis genre... Ah, c'est parce que des fois, quand je commence à lire des affaires de cours, là, mon cerveau devient des œufs brouillés. Puis là, je me demande, je suis capable d'expliquer ça de manière cohérente? Mais comme moi, je trouve ça intéressant que... Tu sais, le true crime, des fois, je trouve ça intéressant qu'on prenne peut-être d'autres routes puis qu'on explique plus les histoires judiciaires de certaines lois puis des choses comme ça. Moi, je pense que ça a lieu d'être. Mais c'est drôle parce que... Non, c'est pas drôle. Tu me fais penser à un film que j'avais regardé avec ma sœur à un moment donné. Je me rappelle pas comment ça s'appelait, mais c'était un antisémite notoire qui avait poursuivi une prof d'université qui, elle, enseignait l'histoire de l'Holocauste. Ouais. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il l'avait poursuivi en Angleterre. Parce qu'en Angleterre, c'est à la défense de produire une preuve comme... Oui. Je l'ai vu, ce film, Denial, c'est ça? Oui, c'est ça! C'est vraiment très bon, c'est avec Rachel... C'est-tu Rachel Weisz? Oui, il me semble que c'est Rachel Weisz, puis le gars, c'est celui qui joue Peter Pettigrew dans oui, c'est ça. Timothy Spalding? Ouais. Ouais. C'était tellement intéressant. C'était vraiment très bon, ce film-là. Ben oui, effectivement, ça me faisait penser à ça. Puis, tu sais, justement, eux aussi, c'est comme... Tu sais, c'est quoi... Qu'est-ce qu'on a le droit de... Comme, de mettre ça à l'avant, c'est que ça encourageait les gens à remettre ça en question, puis comme c'était un procès qui mettait tellement de choses dans la balance, puisque s'ils gagnaient, ben ça devenait comme légal de nier l'Holocauste. Ouais. Puis, tu sais, présentement au Canada, on a le talk de est-ce que ça devrait être illégal de nier les pensionnats autochtones? Ouais. Puis c'est un gros débat, présentement. Ben moi, je trouve que c'est la même chose qui s'applique. Mais, tu sais, je comprends que il y a ce que Pierre Poilievre appelait le gros bon sens. Ouais, c'est lui qui a inventé ça. Non, mais, tu sais, oui, c'est lui qui a inventé ça. Non, mais je veux dire, il y a, tu sais, pour nous, parce qu'on vient du Canada, qui est the land of the free, beaucoup plus que les États-Unis. Non, mais tu sais, puisqu'ici... How dare you? Ben, je sais, je suis désolée. Puisqu'ici, justement, nous autres, on a une notion de préjudice puis de dommage fait à l'autre qui intervient dans la capacité de la liberté d'expression. Ben, pour moi, c'était comme, ah oui, ben c'est normal que tu peux pas dire n'importe quoi qui va amener les gens à commettre des violences contre d'autres populations ou whatever. Ah oui. Mais comme pour les Américains, c'est vraiment pas un given. Ouais. Puis l'affaire, c'est que je comprends la cour d'appel d'avoir renversé le jugement de Kijkstra. Ça avait besoin d'être fait parce que, effectivement, peu importe si tu te dis « mais ça n'a pas de bon sens qu'on laisse des gens dire des affaires comme ça », leur job, eux autres, c'est pas de statuer ça n'a pas de bon sens, c'est de statuer au niveau de la loi, c'est quoi? C'est quoi qui est permis? Oui. Puis la défense de Kijkstra fonctionnait. Ma liberté d'expression vaut plus cher, la charte des valeurs vaut plus cher que le code criminel. Puis ce que la Cour suprême est venue instaurer, c'est non, le code criminel a préséance dans cette instance-ci. C'est important que le débat se fasse. Ouais. Puis c'est pas juste... C'est ça, c'est pas juste une question de, ben voyons, c'est bien méchant, c'est bien niaiseux, c'est bien whatever.
Ça fait pas des lois, c'est bien méchant, c'est bien niaiseux, c'est bien whatever. Non, mais... C'est ça. Non, je comprends comme qu'est-ce qui s'est passé, puis je trouve ça important, puis même je suis comme contente que ça soit arrivé. Moi aussi. Parce que justement, au Canada, je trouve que la liberté d'expression est beaucoup mieux définie qu'aux États-Unis. Qu'aux États-Unis, les gens ont l'air de penser que comme tirer du monde d'en face, ça fait partie de la liberté d'expression, là. Tandis qu'ici, on a comme des meilleures balises de comme, ouais, non, tu peux pas comme fomenter la haine contre un groupe Non, c'est ça. précis, puis ça me fait un peu questionner le discours de certains politiciens. Non, je sais, mais j'ai l'impression justement que toute cette question de est-ce qu'on peut nier les pensionnats autochtones, ça tombe dans la même catégorie. Ben ça, puis toute la haine qui est fomentée à l'endroit des personnes trans, là. Oui, beaucoup. Je me questionne beaucoup là-dessus, là, de comme, est où la ligne, là? Parce que ça commence à être dangereux, là. Oui. Il y a des gens qui auraient peut-être besoin d'en apprendre un peu plus sur l'histoire de, de ce cas-là du jugement de Keekstra contre la reine d'Angleterre. Ouais, on va le mettre sur un CD puis on va l'envoyer. Par la poste. Oui, sur une cassette. Mais donc, pour résumer, pendant... tu sais, quand ça s'est rendu à la Cour suprême, parce qu'il y avait 4 juges. Il y a 3 juges dissidents, m'en parle après. Mais les 4 juges, donc la majorité a statué que tout discours qui cherche à susciter la haine d'individus à l'égard d'un groupe particulier de personnes a le potentiel d'entraîner des dommages psychologiques, voire des violences physiques, puis c'est là où la limite se situe. Fait que tu pourrais dire n'importe quelle affaire blasphématoire tant que ça n'a pas la possibilité d'entraîner des violences contre des gens. Des violences à plein de niveaux différents. Autant psychologiques que physiques. Mais tu vois, c'est ça. C'est une très bonne balise. Je trouve que c'est très raisonnable. Oui. Je sais pas pourquoi les Américains ils mangent leur bas là, avec ça, mais... Parce que ça les empêche d'être racistes pis ils aiment pas ça. Mais non, c'est pour ça que, comme tu dis, c'est pour empêcher qu'il y ait des violences réelles et physiques à l'endroit de ces groupes-là. Oui. Fait que c'est pour ça que je me dis, comme, tu sais, certains politiciens, puis là, j'ai comme même pas besoin de le dire parce que, comme vous savez tous de qui je parle présentement, et certains chroniqueurs... Non. Comme... Chroniqueuses. Je suis comme, de quel droit ils disent ces choses-là, là? Ils savent exactement qu'est-ce qu'ils font, puis c'est exactement ça qui va arriver, là. Puis, je veux dire, il y a eu les procès contre Radio X aussi. Ça, Oui! Je vais peut-être éventuellement en parler. Ainsi que d'autres affaires dont je vais vous parler en conclusion. C'est ma petite surprise. J'ai comme un plot twist final dans cette histoire. Ok, ben j'arrête. Mais donc, non, il n'y a pas de problème. Ben, ok, les 3 juges dissidents n'ont pas assez mangé de claques en arrière de la tête, je pense. Et ça, c'est directement des propos haineux. Les 3 juges dissidents, eux autres, croyaient que les dispositions relatives à la propagande haineuse qui sont exposées dans le code criminel sont trop restrictives à l'égard de la liberté d'expression. C'est plate, on peut pas dire des affaires antisémites, j'aime pas ça pas dire des affaires antisémites. Ouais, mais comme... Est-ce qu'on pourrait dire des affaires qui sont vaguement antisémites ou... Non! C'est trop restrictif, genre, hein! Peux-tu faire des jokes d'argent? Non! Ok, bon, fait que la Cour suprême a donc renversé le jugement de la Cour d'appel et ordonné la tenue d'un second procès. Fait que là, le second procès s'est passé en 1992, fait qu'on est après notre histoire de droit à l'image, mais quand même, tout ça, c'est en train de se passer en même temps, tu sais. Et en 1992, heureusement, Jim Keekstra est de nouveau trouvé coupable d'un crime motivé par la haine. D'être un trou de pète et d'un crime motivé par la haine et condamné à verser une amende de 3000 $. Là, après ça... Mais il la verse à qui? Je sais pas. Une fondation pour... Peut-être au système de... Au musée peut-être de à la commission scolaire. Non. Ouais. Peut-être ça va à l'école. Mais dans tous les cas, Keekstra porte la cause en appel. La Cour d'appel, encore une fois, renverse le jugement à cause d'erreurs d'ordre juridique commises par le juge du deuxième procès. Et ça se retrouve de nouveau à la Cour suprême. Take-Two, Electric Boogaloo, en 1996. Fait que 6 ans après, ils sont comme, voyons, il me semble qu'on avait réglé ça, cette affaire-là. Fait que là, les juges écoutent ce qui se passe. Puis là, les juges estiment qu'il n'est pas nécessaire d'entendre le côté de Jim Keekstra. Ouais, non, ferme ta gueule. Non, mais c'est ça, parce que c'est la couronne qui... c'est la défense qui... Whatever. Bon, ils disent que c'est pas nécessaire d'entendre les arguments de Keekstra. C'est raisonnable de dire que il y a des éléments de la Charte des droits de la personne qui ont été violés, mais ils maintiennent
la décision qui avait été rendue par la première cour, par la première instance de cour. Donc, la déclaration de culpabilité rendue par la cour d'Alberta est maintenue. Puis là, c'est final bâton. En octobre 96, la cour d'Alberta inflige à Jim Keegstra une condamnation avec sursis d'1 an, ainsi que 200 heures de travaux communautaires, peut-être dans un centre de victimes de l'Holocauste, je sais pas, et 1 année de probation. Et la permission d'y donner des coups de pied dans les genoux à toutes les fois qu'on le voit. Oui, c'est ça. Mais là, cette fois-ci, ils ont pas comme décidé de vacate ce qui se passait puis de tenir un nouveau procès. OK. Il y a peut-être quelque chose que j'ai pas compris à propos de la première fois que ça s'est rendu dans la Cour suprême. Mais cette fois-là, ils ont statué que comme il y avait pas eu d'erreur qui avait été commise quand il a été condamné pour un crime haineux. Même si le juge avait fait des erreurs. Fait qu'il renverse le jugement de la Cour d'appel qui disait « on renverse le jugement ». Fait que là, c'est double renverse, puis le jugement est maintenu. Puis là, c'est fini. Bon. Ça doit être un règlement du jeu qu'on connaît pas. Ça doit... Non, mais c'est ça, j'ai pas trop compris pourquoi ça s'était ramassé une deuxième fois, puis pourquoi la couronne avait décidé que ça devait faire l'objet d'un deuxième procès. Ben, c'est ça. Je pense que c'était parce qu'il avait déterminé que, OK, oui, tu sais, les idées par rapport à limiter la propagande haineuse, c'est quelque chose qui enfreint les droits de liberté d'expression de Jim Keegstra. Fait qu'à cause de ça, faudrait que ça s'en retourne en procès parce qu'il y a raison de dire que ses droits ont été brimés. Ouais, c'est parce que j'étais vraiment sous l'impression que quand la Cour suprême statuait, tu pouvais pas recommencer puis y retourner encore avec la même chose. Non, c'est ça. Mais c'est parce que la Cour suprême a statué puis ont décidé de vacate les accusations. OK. La première fois, fait que la couronne leur poursuivit une deuxième fois. C'est ça. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui... On s'excuse aux avocats qui nous écoutent. Non, c'est ça. J'aime beaucoup raconter des affaires juridiques, mais il y a comme des subtilités qui m'échappent. Vous m'excuserez. On n'a pas fait le barreau. On n'a pas en tout fait le barreau, même pas proche. Bref, les batailles juridiques qui tournent autour de la liberté d'expression, c'est comme ben hot. Dans le temps où il y a le cas de cour qui va opposer Pascal-Claude Aubry au magazine Vice-Versa et à Gilbert Duclos, le photographe. Fait que, il existe donc à ce moment-là, dans tout le Canada, un fragile équilibre entre la possibilité pour une personne d'exprimer publiquement des choses ou de faire des choses, genre prendre la photo à quelqu'un, et la possibilité pour la société de se prémunir contre ces affaires-là. Fait que là, de retour à Pascal-Claude Aubry. C'est dans ce contexte de débat sur la liberté d'expression que se déroule son procès. Là, c'est un procès au civil, fait que c'est juste devant un juge, il n'y a pas de jury. Alors, la couronne fait valoir que Pascal-Claude Aubry a le droit à l'anonymat et à la vie privée. Et que puisqu'elle était identifiable sur sa photo, on a brimé ce droit-là. La défense fait valoir la liberté d'expression et la liberté artistique de Gilbert Duclos. S'il peut pas prendre des photos de n'importe qui veut dans la rue... Comment on va tous redevenir amis? Comment on va tous redevenir amis? C'est ça. Alors, le juge va réfléchir à ces deux très bons arguments et donner raison à Pascal-Claude Aubry. Ça va lancer... J'avoue que c'est un argument un peu plus fort. Ben, c'est parce... Pour nous, c'est peut-être un peu plus fort. Puis il y a des changements de société qui nous amènent aussi à penser ça. La perception que les gens ont de leur propre image a beaucoup évolué depuis, mettons, l'après-guerre. Fait que ça contribuait peut-être un peu à ça. Mais donc, le juge donne raison à Pascal-Claude Aubry et condamne Vice-Versa et Gilbert Duclos à verser, non pas 10 000, elle avait demandé 10 000 en réparation. Le juge décide que ça va être 2 000 à la place, mais qu'il y a raison, effectivement, de faire une forme de réparation, là, parce qu'il y a eu des dommages qui ont été commis. Des dommages qui ont été subis par Pascal-Claude Aubry. Gilbert Duclos n'est pas content pantoute de ce jugement. Non, il est photographié pas de 2000 $. Non, aussi. Mais je pense que c'était plus comme la maison d'édition. Mais en tout cas, il porte ça à la cour d'appel. les photographes qui nous écoutent. Il porte ça à la cour d'appel. Et à la cour d'appel, il doute du préjudice qu'a possiblement subi Pascal-Claude Aubry. Il dit, ben là, c'est pas si pire que ça, mais... C'est vrai que tu devrais pas pouvoir prendre la photo à n'importe qui dans la rue juste comme ça, Gilbert Duclos. Fait qu'ils reconduisent la décision de la première cour, de la cour précédente, en disant que le droit à la liberté artistique ne peut pas enfreindre le droit à la vie privée. Alors, Gilbert Duclos fait appel de l'appel, et là, ça se rend à la Cour suprême en 1998. Yeah! Devant 7 juges. Les juges. La mère. L'heureux Dubé, Gontier, Corey, Jacobucci, Major et Bastarache.
C'était tout un line-up. Je sais, c'était écœurant. Tout un line-up. C'est notre meilleur trio. J'aurais aimé une petite musique comme de manga animé, là. Ah, c'est bon. Moi, j'aurais aimé comme la tune de Rocky. ouais. OK, fait que là, à la Cour suprême, les questions qu'on se pose. Là, on va oublier l'affaire de Keekstra. On va retourner dans nos considérations à nous. Est-ce que publier cette photo-là, ça a vraiment porté atteinte au droit à l'image et à la vie privée de Pascal Claude Aubry? Est-ce que le droit à la vie privée est plus grand et plus important que le droit à la liberté d'expression? Est-ce que on a le droit de publier une photo de quelqu'un qui n'est pas consentant à avoir été pris en photo? Ça, c'est une autre affaire. Le débat sur la diffusion, c'est bien important. Mm-hmm. Ou encore, est-ce qu'on a le droit de publier n'importe quelle photo prise de n'importe qui sous prétexte que le public a droit à l'information? C'est des maudites bonnes questions, hein? C'est toutes des bonnes questions, honnêtement. Là. Pour la plupart des juges, sauf deux qui sont dissidents pour des motifs que je vais vous expliquer tantôt, mais qui sont quand même valables, on va dire, il est clair qu'il y a un préjudice qui a été créé pour Pascal Claude Aubry par la publication de la photo. Donc, c'est clair que ça a porté atteinte à sa vie privée et à son anonymat. Elle était identifiable, elle était de face, tu sais, comme de biais, tu sais. Oui. Elle est facilement identifiable, puis là, son image a été exposée au grand public. Là, le grand public, c'est 722 personnes, on s'entend. Oui. Mais je veux dire, à cause de ça, le grand public, c'est devenu beaucoup plus de monde parce que sa photo... Ouais, ben c'est ça, je suis comme, ben là, le procès... Ouais. Mais le procès est quand même important parce que c'est quand même une question qui se vaut. Fait que, voici ce qui est statué par les juges. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je suis tombée sur des sites, justement, de photographie qui expliquaient qu'est-ce qui est permis par la loi exactement. Mm-hmm. La distinction la plus importante, c'est qu'il y a la sphère du privé et la sphère du public. Dans la sphère du privé, t'as pas le droit de prendre des photos. Tu peux pas rentrer dans la maison à quelqu'un. Tu sais, je pourrais pas rentrer chez toi puis prendre des photos de partout sans te demander la permission. Parce que c'est ton espace privé, c'est pas à moi. Par contre, dans la sphère publique, la saisie de photos n'est pas limitée par la loi. Fait que techniquement, dans tous les endroits qui correspondent à une définition très vague qu'on aurait du lieu public, c'est l'idée de la collectivité. Dans tous les espaces où on existe collectivement, on aurait le droit de prendre des photos. C'est dans la rue, sur un trottoir, dans un champ, sur une montagne, whatever. Attention, il y a des exceptions à ça. Quand il y a des événements qui sont créés dans les sphères publiques, habituellement, ça crée un lieu privé temporaire. Fait que tu pourrais pas prendre des photos de plein de monde dans un festival, mettons, puis aller les vendre à un magazine, sans avoir la permission du festival. OK. Pour ça que, justement, quand il y a des festivals à l'extérieur et tout, ils engagent des gens pour ça, puis c'est pour ça qu'ils fouillent aussi les gens pour voir s'ils ont comme une caméra vraiment puissante dans leur sac ou une affaire comme ça. Tu peux pas juste te pointer à un concert, par exemple, puis juste tout filmer le concert, puis après ça, aller mettre ça sur YouTube. Ah ouais. Ça, c'est ça. Aussi, très intéressant, j'avais pas pensé à ça, mais cette disposition de la loi qui est établie dans ce jugement, justement, nous prévaut des creeps qui seraient dans la rue avec un appareil télescopique et prendraient des photos dans nos maisons. Ça, c'est pas légal. Même si t'es dans la rue, t'as pas le droit de photographier dans la vie privée pendant des gens. qu'on prenait notre douche. Ouais, non, t'as pas le droit de faire ça. Bref, dans un lieu public, tu peux prendre toutes les photos que tu veux, tant que ça n'empiète pas sur l'intimité des gens. Tout cela étant dit, ce qui est balisé par la loi avec cette affaire-là, c'est la diffusion de la photo. Peu importe si c'est une diffusion professionnelle ou non, parce que là, à cette époque-ci, là, la diffusion, ça devient aussi les réseaux sociaux. Dans le temps, tu peux prendre des photos de n'importe qui, les mettre dans un album chez vous, il y a personne qui va y voir à part toi, puis comme 3-4 personnes. Les gens qui sont obligés de regarder tes photos de vacances. C'est ça, les gens qui sont obligés de regarder tes photos de vacances. Mais là, ce que ça vient baliser, cette décision de la Cour, c'est que tu peux prendre toutes les photos que tu veux dans la sphère publique, mais tu peux pas diffuser toutes les photos que tu veux. La Cour statue que il faut que tu demandes le consentement de la personne, qui est une affaire qui est comme super établie, puis je veux dire, toi, t'as été make-up artist, fait que tu le sais aussi que tout le monde signe des décharges. Oui. T'sais. Mais l'affaire de signer des décharges, ça vient de ça. Oh. Fait que tu peux prendre la photo à n'importe qui, mais si tu veux la poster quelque part, t'as besoin de son consentement. Ben, c'est ça, mais pas juste que j'ai été maquilleuse, mais aussi à mon travail. C'est quelque chose qu'on surveille beaucoup, là, que dans les photos, s'il y a des gens dans le background, on n'est pas capable de les reconnaître. Puis sinon, c'est ça, on va les transférer au département de design, puis ils vont comme ajuster le focus pour que... Tu sais, on voit qu'il y a des gens derrière, mais tu sais, on serait pas capable de dire comme « Ah oui, ça c'est Michel, 35 ans, résident de Brossard. » Voilà. OK, fait qu'il y a des...
il y a des situations où on n'a pas nécessairement besoin de demander le consentement explicite des personnes pour diffuser des photos par la suite. Ce que j'ai trouvé bien intéressant. Par exemple, quand la personne constitue le sujet principal de l'image, mais que c'est dans l'intérêt public. Par exemple, s'il y a un accident, tu as le droit d'aller là-bas, puis si t'es un journaliste, tu vas publier dans les médias, tu sais. Il y a eu un gros carambolage. Tu peux aller là, prendre des photos des victimes, prendre des photos des paramédics, prendre des photos des policiers. Tous ces gens-là sont momentanément comme... Leur droit à la vie privée est momentanément suspendu par le fait qu'ils sont devenus la nouvelle. Je trouve ça... Je comprends. Mais il y a quelque chose que je trouve comme qui me fait réfléchir sur l'idée de comme quand il t'arrive une tragédie, tu deviens comme une propriété publique. Mm-hmm. Puis comme... Ben là, je m'égare encore. Je suis vraiment désolée. Non, mais c'est intéressant. Tu sais, c'est ça qui intéressait Andy Warhol quand il a fait sa série des car crash. Mm-hmm. Du fait que, comme, c'est comme la mort qui rend les gens célèbres. Parce que, comme, justement, on voyait les corps sur les photos, puis c'était des accidents, là, je m'excuse, trigger warning, c'était des accidents fatals. Les personnes étaient décédées, puis dans les journaux, on voyait les corps, comme, mutilés, puis Andy Warhol trouvait ça complètement étrange que dans son journal, à côté d'une réclame publicitaire de canne de thon, à côté, il y avait la photo du décès de quelqu'un. Ouais. Puis c'est ça qui a mis sur ses œuvres, c'est des sérigraphies d'accidents de voiture très graphiques. Je pense que c'est la dernière série qu'il a produite avant de mourir lui-même. Puis vraiment, tu sais, ça démontre tout ce côté paradoxal-là. Puis Andy Warhol, quand il a fait cette série-là, il a carrément dit comme, ben, je veux voir combien que les gens sont prêts à payer pour avoir l'accident de quelqu'un dans son salon. Parce que Andy Warhol, sa démarche artistique, ça a toujours été plus un commentaire sur la consommation. Ouais, la société comme, qu'est-ce que les gens sont prêts à mettre leur argent dessus? Comme Andy Warhol, si vous lui dites comme c'est vraiment laid ce que tu fais, il s'en fout complètement. Toute sa carrière, c'était plus la démarche que le produit en tant que tel. Mm-hmm. Puis, en tout cas, moi, c'est une série qui me fascine, les car crash de Andy Warhol, mais trigger warning, si vous voulez faire des recherches à ce sujet-là, c'est des images très, très, très graphiques. Oui. Donc, mais, en tout cas. Fait que, moi, je trouve ça très intéressant, parce que j'avais pas du tout pensé à l'aspect comme voyeuriste, puis, tu sais, exhiber la tragédie dans la vie des gens. Mais donc... Mais... Ça fait partie de ce qui est considéré comme... excusez-moi. Domaine public? Non, ça fait partie de ce qui est couvert par le droit à l'information du public. Ouais, ok, ouais. C'est ça. Fait que c'est pour pouvoir documenter puis fournir des informations aux gens. Puis l'autre catégorie d'événements qui seraient considérés newsworthy, fait que dignes de l'intérêt public, c'est si une personne qui est inconnue du public décide de briser son anonymat pour intégrer l'actualité, du style aller à une manif. OK. Aller à une manifestation, tu fais partie maintenant d'un événement qui est newsworthy, puis des photographes peuvent prendre ta photo puis la mettre dans les journaux. Ce qui est arrivé à nous autres pendant la grève étudiante, c'est ça. Fait que ça, c'est newsworthy. Fait que dans ce cas-là, t'as pas besoin de demander le consentement de la personne pour publier ces photos-là. Quand c'est des affaires qui sont justement d'actualité puis dans l'intérêt du public pour informer. OK. Par exemple, tout cela étant dit, oui. Dans tous les autres cas, il faut que tu demandes le consentement de la personne si la personne est identifiable et si la personne est le sujet principal de l'image et que ce n'est pas newsworthy. Par exemple, si au lieu de prendre une photo de la Tour Eiffel avec du monde en background, tu prends une photo des gens qui regardent la Tour Eiffel, faut que tu demandes le consentement aux gens. OK. Mais les gens qui sont dans ta photo de la Tour Eiffel, puis qu'on voit en background, puis qui sont identifiables, eux autres sont clairement pas le sujet de ta photo. Faut que tu demandes le consentement du sujet de ta photo. Ben, sauf la Tour Eiffel, parce que c'est un building. Madame Tour Eiffel, Madame Tour Eiffel. Mais non, c'est ça. Fait que s'il y a une personne qui est le sujet explicite de ta photo, puis que cette personne-là est identifiable, il faut absolument que tu, justement, lui demandes son consentement. Et dans les cas que j'ai évoqués avant, comme dans les manifestations, par exemple, ça voudrait dire que si tu vas à une manif, puis qu'au lieu de prendre des photos des gens qui sont dans la manif, tu prends des photos des photographes qui photographient la manif, t'as besoin du consentement des photographes pour diffuser leurs photos. Parce que c'est pas eux le sujet de l'événement qui est newsworthy.
Si tu vas dans une scène d'accident, puis tu prends des photos des voisins haineux qui sont sortis de chez eux pour regarder l'accident, au lieu de ce qui est newsworthy, au lieu de l'accident lui-même, tu dois demander le consentement des voisins niaiseux avant de publier leurs photos. C'est pas eux le sujet qui est digne de l'intérêt du public. Ah, c'est vraiment intéressant. C'est intéressant, n'est-ce pas? Oui. Fait que c'est ça qui balise. Puis justement, quand il va devant la Cour suprême, Gilbert Duclos, ce qu'il dit, c'est « Ma photographie, ma démarche, c'est artistique, mais c'est dans l'intérêt du public. Fait que j'ai le droit de prendre des photos de n'importe qui et de les diffuser. » Pour qu'on devienne des amis. Pour qu'on devienne des amis. Non, mais parce que ça fait partie de ma démarche humaniste de photo. Fait que là, si on récapitule, Pascale Aubry, elle était le sujet principal de la photo. Oui. Pascale Aubry, c'est juste une personne random. Et la Cour tranche que ce n'était pas d'intérêt public de prendre sa photo à elle. Il n'était pas en train de documenter quelque chose dans l'espoir de comme informer le public par rapport à whatever. L'expression artistique de la photo, décrète ainsi la Cour, ne peut pas justifier l'atteinte au droit à la vie privée, peu importe la situation, sauf si c'est newsworthy, comme j'ai dit, l'exception qu'on avait tantôt. C'est important de protéger l'autonomie individuelle, et pour faire ça, ça suppose qu'on peut contrôler soi-même la diffusion de notre propre image. On devient le propriétaire de notre image. Le droit d'un artiste à faire connaître son œuvre n'est pas absolu non plus, et ne saurait comprendre le droit de porter atteinte sans justification à l'anonymité des gens. Je m'excuse, le droit d'un artiste n'a pas le droit absolu de faire connaître son œuvre, là, je suis comme... Il y a une couple de personnes qu'on devrait leur dire à 2 pouces de la face. Ouais, mais comme... Ouais, on va en parler après. Mais donc, dans les présentes circonstances, le droit de l'intimité de Pascale-Claude Aubry est plus important que le droit de Gilbert Duclos de publier sa photo. De prendre des photos. Alors, selon la Cour suprême, il y a un lien de causalité qui est très clair qui existe entre la publication de la photo et le préjudice. Ça, c'est pas mis en doute du tout. Les 2 juges dissidents, qui sont la mère et Major, eux, ce qu'ils remettent en cause, c'est le fait que vice-versa, qui avait fait faillite à ce moment-là. Oh, un magazine culturel! Le 2000 $. C'est trop... Le chèque a bouncé. Ben non, mais écoute, ils pouvaient même pas payer leurs 2000 $, ils avaient fait faillite, mais que, bon, les 2 juges dissidents, eux autres, qui remettaient en cause, c'était pas le fait que la diffusion de la photo avait porté préjudice à Pascale-Claude Aubry, c'est le fait que Gilbert Duclos aurait dû lui payer des dédommagements. Il était comme, c'est clair qu'il y a un préjudice, mais comment on fait pour quantifier un dommage moral dans ce cas-là? On sait pas trop, fait qu'on préfère se retirer puis dire que, ben, oui, il y en a un, puis on devrait, ajuster la loi en conséquence, voici le jugement. On peut pas prendre la photo à n'importe qui, ça devrait pas être permis, mais si ça arrive, on sait pas combien d'argent on devrait donner à cette personne-là en dédommagement, fait qu'on peut pas se prononcer là-dessus, parce que ça aussi, ça créerait un précédent. Tu sais, s'ils décident, OK, on va y avoir 2 millions de dollars, là, à partir de ça, ça ouvre la porte à 150 millions de poursuites qui pourraient être faites. C'est ça. Fait que les juges dissidents, ce qu'ils remettaient en cause, c'était pas le fait qu'il y avait eu un préjudice, puis que le fait de sa liberté artistique était plus grande que le droit à l'anonymité ou whatever, c'était pas ça. C'était la question des dommages pécuniaires. Fait que là, Gilbert Duclos. Oui. Ce jugement, ça ne fait pas son affaire pantoute. Tu m'étonnes. Il n'a absolument aucune ouverture à modifier sa manière de travailler ou sa démarche artistique. Il dit, en fait, aux journaux par la suite, « On a envie de prendre notre appareil photo et de le foutre aux poubelles. » Alors, quelques années après le jugement de la Cour suprême, qui était en 1998, il me semble, ça a duré une dizaine d'années, cette saga judiciaire, en 2004, Gilbert Duclos, il a fait un documentaire sur la question qui s'appelle « La rue, zone interdite ». Excusez. Ce documentaire, je vais exprimer un gros jugement de valeur ici, était absolument insupportable. Ça durait juste 1 heure, j'en ai toffé 40 minutes. Je l'ai pas vu, puis j'ai pas de misère à te croire. Sacrement. Tu peux aller le regarder, c'est sur YouTube, c'est bien le fun. Dans le documentaire, il maintient que c'est un débat qu'on devrait continuer à avoir, le débat sur le droit à l'image, OK? On doit continuer à avoir ce débat-là au nom de la photographie documentaire et de la liberté artistique, OK? Alors,
il questionne des gens au Canada. Catherine envoie mes faces, là. Ouais, ben... Là, Gilbert Duclos, au début du documentaire, dans comme les 2 premières minutes, il questionne comme des juristes et ses avocats, tu sais, qui l'ont défendu pendant ces différentes démarches-là. Puis là, tout le monde est comme « Ah, c'est vraiment déplorable, le jugement de la Cour suprême. » Mais tu sais, ça prend du temps avant de comme faire bouger les choses. Il va peut-être falloir attendre une génération avant qu'il puisse y avoir un autre ruling de la Cour suprême qui va renverser ça. Fait que là, Gilbert Duclos est comme « Alors, je me suis rendu dans un endroit où le débat n'était pas clos. En France! » Et tout le documentaire est passé à discuter avec des photographes humanistes français qui sont super réfractaires à l'idée de demander aux gens si ont le droit de publier leurs photos. C'est l'affaire... Là, je m'excuse. Les gens qui nous écoutent. C'est l'affaire la plus homme blanc hétérosexuel que j'ai jamais entendue. On veut pas demander la permission aux gens. C'est complètement... Puis je vais faire un documentaire pour dénoncer la fois que j'ai pas demandé le consentement d'une femme, puis que j'ai reçu une claque des doigts à cause de ça. Sérieusement, là? C'est l'affaire la plus... Oh, pourquoi les femmes choisissent les ours? Écoute, ça a l'air d'être une prise de position qui t'intéresse, fait que je te conseillerais vraiment d'aller regarder le documentaire. Ah, oui. Quand il va parler avec tous les photographes français, les Français se disent eux-mêmes bien campés dans leurs habitudes et de fiers héritiers de Robert Doisneau. Il te demande dans ce documentaire, est-ce que les photos du quotidien sont nécessaires? Et la réponse est oui. Oui, c'est nécessaire. Oui, il faut devenir des amis. À la culture, et c'est nécessaire à l'humanité, les photos du quotidien. Alors, est-ce au juge à déterminer quelle place doit occuper la photographie dans notre société? Demande un vieux monsieur photographe français vraiment fâché. Les photographes, dit-il, dit ce vieux monsieur français. Il y avait un doute, j'ai même pas noté son nom, là. C'était n'importe quoi. Encore l'appareil photo qu'il faut que tu bouges pas pendant 2 heures. C'était n'importe quoi, cette affaire-là. Puis le gars, il a dit, les photographes sont menés par une curiosité sans excès. Non, pardon, une curiosité en excès. Une curiosité sans limite. Est-ce à la juge? Est-ce aux juges et aux instances judiciaires d'imposer des limites à la curiosité des photographes? Oui. Bon, alors, on voit aussi Duclos dans le documentaire prendre des photos des gens dans la rue. Il a fallu qu'on mette des lois pour que vous n'ayez pas des objectifs télescopiques pour nous prendre en photo en train de prendre nos douches. Ouais, il y a aussi ça. Mais on voit, il y a un beau montage comique avec de la petite musique comique où on voit Gilbert Duclos prendre la photo des gens dans la rue et après ça, les pourchasser en leur demandant est-ce que je pourrais vous faire signer quelque chose. Et il prend les photos de des madames françaises qui se promènent à Paris et les madames n'en ont rien à chier de ce monsieur qui veut leur parler. Et comme, je comprends, moi en tant que femme, j'en ai rien à chier des monsieur random qui m'accostent avec une caméra dans la rue. C'est creep. C'est plus ça, l'affaire, Gilbert. T'es comme, je vous ai pris en photo, madame. Puis la madame est comme, je suis pressée. Puis ça, ils font comme un petit montage, tu sais, on dirait que c'est comme du slapstick comédie. Ils sont comme, puis là, tu le vois prendre des photos de comme plein de madames dans la rue. Puis les madames sont comme, non, on veut pas signer des affaires, là. Ben, si un monsieur random m'approche dans la rue avec une caméra, là, que je rentre dans le premier café ouvert, là. Mais c'est parce que, OK. C'était bien le fun. Mais, Gilbert Duclos. Oui. La cour ne t'a pas dit « Crisse ton appareil photo en feu et ne regarde plus jamais personne. » Et coupe-toi les mains. La cour t'a dit « Si tu veux publier des photos dans lesquelles il y a des gens identifiables, faut que tu leur demandes la permission. » Il y en a plein des solutions, comme prendre des photos où les gens ne sont pas directement identifiables. Oui. Ainsi que faire du travail artistique de retouche de photos. What if tu fais juste comme continuer à prendre plein de photos du quotidien, puis tu mets des grosses pastilles noires sur la face des gens. Tu mets des emojis. Tu fais des emojis, puis me semble que ça ferait une belle expo au Musée des Arts modernes. Oui, là, les gens seraient comme « Oh! La sélection de l'emoji pour cacher le visage du sujet, c'est transcendant! » Parce que les gens aiment utiliser du vocabulaire beaucoup trop élaboré pour juger de la merde. Puis les gens aussi qui sont bien campés dans leurs habitudes et un peu insécures au niveau de leur pratique artistique ont bien de la misère à accepter qu'une tendance puisse passer de mode ou évoluer. Puis tu sais, comme Claude Monet, c'était vraiment beau ce qu'il fait,
Mais après 1950, Claude Monet, il n'avait plus beaucoup des impressionnistes et imitateurs de Claude Monet. Non, c'était pas mal Fanny. Ben c'est ça, c'était fini depuis longtemps. Puis c'est pas parce que le monde a essayé de censurer la liberté artistique de whatever, c'est parce que c'est des modes. Fait que c'est très possible que ce courant artistique-là, il ait comme fait son temps, ou qu'il soit juste amené à évoluer un petit peu. Ça s'appelle affiner sa réflexion. Gilbert Duclos. C'est parce que Robert Doisneau aussi, là, tous ces hommes qui adorent se réclamer de Robert Doisneau, mais c'est parce que Robert Doisneau, c'est les débuts de la photo, là. C'était pas répandu, puis de voir des images aussi réalistes du quotidien comme ça, c'était fascinant pour les gens, là. Oui. Parce qu'avant, fallait qu'un artiste aille à un coin de rue peindre le plus rapidement possible. C'était ça, l'impressionnisme, d'ailleurs. Ouais. Puis la photo, c'est que c'était la première fois que quelqu'un faisait ça, documentait le quotidien d'une manière aussi réaliste et rapide. C'était l'idée très moderne de vouloir capturer l'instant présent. Et Robert Doisneau, c'est ça qu'il faisait, c'était capturer l'instant présent. C'était la même chose que James Joyce essayait de faire en littérature, d'écrire vraiment le ici, le maintenant. Mm-hmm. Mais maintenant que la photographie s'est vraiment démocratisée, puis qu'il y a eu plein d'autres courants, il y a même eu de la photographie abstraite, ben excuse de dire comme non, moi je suis un grand héritier de Robert Doisneau. Oui, mais Robert Doisneau était à une époque où est-ce que c'était une merveille, la photographie. C'est un miracle. Toi, t'es comme un photographe random qui pense que tu peux juste prendre l'image des gens puis la réapproprier. Oui. La réponse à cette question est oui, absolument. C'est exactement ça qui faisait Gilbert Duclos. Puis Gilbert Duclos, à ce jour, n'a jamais accepté le jugement de la Cour suprême et a déjà déclaré aux médias... Non. On ne va pas entrer là-dedans. Mais il a déjà déclaré aux médias à plusieurs reprises depuis le jugement de la Cour suprême qu'il n'avait aucune intention d'arrêter de prendre des photos des gens dans les rues et de les diffuser. Fait qu'il veut juste pas écouter ce que la Cour suprême a dit, puis c'est comme... C'est un gros blocage dans sa vie. Et dans son documentaire, oui, il est allé interviewer la fille de Robert Doisneau. Ah, il était décédé. Ben oui, c'est ça. Et la fille de Robert Doisneau était vieille aussi. Oui. Mais bien sûr, elle disait que de nos jours, on peut plus rien dire. Ah, fait que, tu sais, ce que mon père a fait, c'était incroyable, mais de nos jours, il aurait pas pu faire ça, parce qu'on est bien trop restrictif, c'est épouvantable. C'est bien trop restrictif. Plein de woke partout. Puis là, en parallèle à ça, il y a un autre débat, qui est comme un pseudo-débat, que j'étais comme... Fuck you, les réfractaires! Mais c'est le débat de la valeur qu'on accorde à notre image personnelle. Est-ce qu'on est en train de vivre un moment où la valeur qu'on accorde à notre image est exacerbée, où le monde se sent plus important que ce qu'ils sont réellement? Tu sais, dans le temps, Gilbert Duclos interviewait des photographes qui disaient « Moi, dans le temps des années 60-70, je prenais la photo des gens dans la rue, puis jamais le monde, et il était comme « Hey, tu peux pas prendre ma photo, donne-moi de l'argent. » Mais là, maintenant, il y a plein de gens qui me poursuivent, puis sont comme « Hey, tu devrais me donner 2 millions de dollars parce que t'as pris ma photo dans la rue. » Moi, quand j'étais jeune, je prenais la photo des gens dans la rue, puis les gens, ils me remerciaient. Je te jure, c'est une vraie affaire, c'est un vrai débat, et c'est aussi quelque chose qui a été mentionné dans Aujourd'hui l'Histoire, par le prof de l'UQAM. Est-ce qu'on est à une époque où on pense que notre image a une valeur qu'elle n'a pas réellement, à cause des réseaux sociaux? Est-ce qu'on a... c'est qu'à cause des réseaux sociaux, maintenant, l'image est comme trop distribuée, puis c'est difficile de garder un certain anonymat et un certain contrôle sur ton image. Je pense pas que mon image, elle vaut comme 1 million. Mais la valeur c'est juste que je veux pas que des images de moi que j'aime pas soient sur Internet. Mais, Audrey, qui es-tu quand à la lumière de ce qu'a fait Robert Doisneau? Quelle est la valeur de ton image comparativement à la valeur de l'art? C'est tellement... un faux débat, là. Je pensais pas te faire pogner une heure de même avec cette histoire. Mais moi, je suis arrivée là, puis j'étais comme... c'est vraiment comme... Calvasse! Non, mais c'est parce que pour moi... Puis là, je tiens à présenter mes excuses aux auditeurs qui font de la photo, qui sont des hommes blancs hétérosexuels. Oui. Vous avez le droit de faire la photo, c'est très correct. C'est juste cette espèce de discours-là de comme un artiste can do no wrong, puis que comme le monde au complet, on devrait se plier à leurs exigences puis à leur fantaisie, ça m'écœure parce que c'est ça qui donne la culture de non-responsabilité, de quand des artistes font
des choses atroces, ben on les pardonne au nom de l'art. Puis là, je suis pas en train d'accuser Gilbert de quoi que ce soit, là. Non, Autre que la photo de Mademoiselle Pascal. Ouais. Mais c'est parce que c'est que ça donne cette culture-là, où est-ce que ces hommes-là peuvent agir en toute impunité au nom de l'art. Oh, on va pas arrêter de regarder les films de Woody Allen parce que c'est de l'art. On va pas arrêter de regarder Roman Polanski parce que c'est de l'art. Oui, mais on agit comme s'il y avait rien d'autre qui s'était fait dans le monde. Fait que, en tout cas, je m'excuse, je vais pas partir sur un gros débat. Ben, c'est un gros débat, mais ça recoupe. Moi, j'accuse pas, justement, Gilbert Duclos de porter un préjudice incroyable à tout le monde qui prend en photo sans arrêt sans leur demander leur consentement. Moi, je l'accuse d'être obtus et de ne pas être ouvert à raffiner et à réévaluer sa position pis sa pratique artistique. Puis c'est la même chose que je reproche aux gens qui sont comme « Ah, mais on va continuer d'écouter Roman Polanski parce que c'est de l'art. » Oui, tu peux absolument faire ça. Tu peux aussi considérer qu'il y a plein d'autres gens, plein d'autres cinéastes qui ont jamais agressé des mineurs. Looking at You aussi, Woody Allen. Puis tu pourrais découvrir leur art au lieu de rester dans ce que tu connais. Ben c'est ça, parce que comme... C'est de ça que j'accuse les gens. C'est de pas être ouvert d'esprit. C'est ça. Tu le dis tellement bien. Mais il y a plein d'autres mondes qui existent. C'est pas si important que ça. L'art de Woody Allen n'est pas si important que ça. Oh! Il y a oui, je le sais, ils vont pas lancer des roches. L'art de Roman Polanski aussi, parce que guess what? OK? Manhattan, c'est poche. C'est fucking poche. Oui, mais tu sais, puis je veux dire, il y en a des films de Woody Allen que j'aime, mais écoute, tout ce qui se fait dans l'art, là, n'est-ce pas se tenir debout sur les épaules des géants? N'est-ce pas juste réinventer puis recycler ce qui se faisait auparavant? On est dans le post-contemporain, là, présentement. Puis c'est ça qu'on fait. C'est juste ça qu'on fait. Puis c'est ça qu'on faisait en 1988 aussi. Il y a rien d'original qui se fait en art. On fait juste faire du millage sur des choses qui ont été déjà faites par d'autres gens. On s'en sacre de ce qui fait Woody Allen. Si t'aimes ce qui fait Woody Allen, il y a plein d'autres mondes pas problématiques qui ont fait des affaires aussi bien que Woody Allen. Dans le même genre que Woody Allen. Exactement. Puis, tu sais, Gilbert, on t'a pas dit d'arrêter de faire de la photo. Non. On t'a juste demandé d'intégrer le consentement à ta pratique. Puis, OK, guess what? Moi, je voulais finir avec cette anecdote. Oui. Un jour, je vivais en Angleterre, je me promenais sur un pont et j'observais la Tamise. Quand j'ai été approchée par un dude qui m'a dit « Yo, je suis un photographe de rue, j'aimerais ça faire ton portrait. Serais-tu d'accord? » J'ai dit « Oui, à condition que tu m'envoies les photos. » Il a dit « Pas de problème. » J'ai signé un bout de papier, il a pris mon portrait puis il m'a envoyé les photos. Bon. C'est très possible de faire ça. Moi, je trouve que c'était une vraiment belle expérience. Fait que maintenant, genre des photos qui ont été prises par comme un photographe professionnel sur, je me rappelle pas quel pont, à Londres. Ben, c'est très cool. Puis ça a zéro brimé mon anonymat. J'aurais pu absolument dire, genre, non, aujourd'hui, je trouve que c'est un bad hair day, puis je veux pas que tu prennes ma photo. Puis ça aurait été correct. Il y avait plein d'autres monde sur le pont qui auraient pu prendre en photo. Mais c'est parce que là, je te vois venir aussi, mon cher Gilbert, de dire comme non, mais là, ça va enlever comme l'aspect comme spontané. Gilbert, si t'es un bon photographe, là, t'es capable de le créer. Ouais. Le spontané. Ouais. T'es capable de dire à la personne, après avoir eu sa permission, OK, continue de faire tes affaires, puis moi, je vais juste comme te prendre en photo sans te donner de cue, sans te dire où regarder. Comme, t'es capable de le créer. Ouais. Les photographes, c'est ça leur travail. Capturer l'espace, la lumière, le sujet. C'est votre travail, la composition. Je suis tellement contente que tu sois dedans à ce point-là, parce que j'étais comme, Ah, hey, mais c'est là, vraiment j'étais comme, différent. Catherine, elle va me lancer un objet, là, j'arrête pas. Là. Non, mais c'est vraiment différent des affaires que je fais habituellement. Puis moi, j'ai appris cette histoire-là à cause du jugement contre Jem Keegstra. Parce que la question de la liberté d'expression en enseignement, c'est une affaire encore très big. Ben oui! Et il y a encore des gens qui sont très, très réfractaires à l'idée de faire des divulgateurs, puis des trigger warnings, des traumavertissements. Puis justement, on avait eu une conférence, une journée pédagogique avec une conférence sur la liberté d'expression académique où il parlait de Keegstra. Quand j'ai lu sur ce cas-là,
ça disait, après ça, tous les jugements dans lesquels le cas de Jem Kykstra a été cité, puis c'est comme ça que j'ai découvert le cas de Pascal-Claude Aubry. Fait que, moi, au début, je me disais, mais l'affaire d'antisémitisme, c'est bien plus intéressant. Non, l'affaire du droit à l'image, honnêtement, c'était beaucoup plus complexe que ce que je pensais. Puis, en faisant mes recherches, justement, sur c'est quoi qui balise les droits des photographes, là, oh my god, le nombre de sites de photographes qui sont fâchés contre ce jugement-là. Fâchés! Puis qui listent comme, ben là, t'as le droit de faire ça, mais là, on n'a plus le droit de faire ça à cause de maudite Pascal-Claude Aubry. Puis j'étais comme, ben voyons donc, arrêtez de manger vos bas! Voilà. Fait que les gens mangeaient leurs bas. Miam, miam, miam. Et, ma petite conclusion. Oui! Cette histoire, le cas de Pascal-Claude Aubry, et le droit à l'image, et la liberté artistique et la liberté d'expression, sais-tu dans quel cas de la Cour suprême, dans quel jugement de la Cour suprême ça a été cité il y a vraiment pas longtemps? Non, mais je sens que tu vas me le dire. Ah oui! C'est un petit cas qui a vraiment pas fait jaser du tout au Québec, et qui était la poursuite du petit Jérémy contre Mike Ward. Of course, of course. Of course. Et j'aimerais vraiment ça, si ça vous tente, de vous parler de ça à un moment donné, parce que je sais pas si tu sais ce qui est arrivé avec le jugement de la Cour suprême. Non, mais... je dois t'avouer que j'ai perdu le fil. Là. Oui, ben c'était une affaire qui était assez surprenante. Un revirement surprenant à une longue saga judiciaire. Fait que cette histoire du droit à l'image, c'est pas quelque chose qui est terminé, parce que justement, c'est encore utilisé dans des cas, des jugements de la Cour suprême. Celui de Mike Ward, c'est en 2019. C'est tout récent. Fait que c'est encore d'actualité, cette question-là. Fait que, oui, le débat, on est encore en train de l'avoir, freaking Gilbert Duclos, qui est comme « Oh, mais là, on peut plus parler de rien. » Oui, on est encore en train de parler de ça. On est encore en train de baliser quand la liberté d'expression artistique porte préjudice à la vie privée. Puis c'est quand même une question qui est vraiment importante. Et sur ça, j'aimerais encourager tout le monde à trouver Gilbert Duclos puis aller prendre sa photo, voir s'il trouve ça le fun. Ouais, puis à la mettre sur un billboard. Ouais, c'est pas au centre-ville. Comme quand tu prends le pont là, pour aller à Montréal, on veut cette photo-là. Ouais. De lui qui sort comme de genre la Dipri en train de licher un cornet qui fond sur le poignet, là, puis qui est comme de même, là. Ouais. Je veux cette photo-là. Puis je veux lui dire comme, t'aimes ça? T'es content? Oui. Puis il y a juste une petite parenthèse pour finir. Tu parles justement de... Tu sors de la Dipri pis t'es comme... Je sais pas si t'avais pensé à ça, mais qu'en est-il des tabloïds? Oui, les paparazzi! Les paparazzi, selon cette affaire-là, les paparazzi, ce qu'ils font, c'est totalement légal parce que les célébrités se sont elles-mêmes mises dans la sphère publique, sont elles-mêmes devenues newsworthy de par leur profession. Fait que t'as le droit d'aller prendre une photo d'Éric Bruno qui sort de la Dipri pis qui est comme bleu et de la publier dans le journal. Ouais, première page de la presse. Éric Bruno, ça ferait comme, tu sais, le mime, là, comme ton ami trop photogénique, là, fait qu'on le verrait même, là, puis on le prendrait en photo pis il serait comme... Ah, le gars Prison Bay, là, le gars qui a son mugshot était comme une photo de mannequin, là, pis qui a eu des deals de mannequinat. Ben, c'est ça ferait probablement ça. Tu prends la photo, pis là, tu regardes sur ton sel, pis il est genre... magnifique, mystérieux, pis sa crème glacée est même pas en train de fondre. Genre. Non, ce serait incroyable. Ce serait magique. Mais donc, c'est ça. C'était l'histoire du jugement de Aubry contre les éditions Vice-Versa qui, fun fact, avait fait faillite quand il y a eu le jugement de toute façon. Il était même plus visé par ça. Vice-Versa, c'était comme des employés de Vice-Versa qui ont donné Vice après. Ça se peut, oui. Je pense que c'est ce magazine-là, parce que j'avais vu le documentaire sur le fondateur de Vice, Gavin McInnes, qui est un documentaire que je vous recommande, qui est vraiment intéressant. Moi, je trouve ça intéressant ce qu'ils font Vice Media. Oui. Moi, je suis très pour. Ils font plus grand-chose. Non, ils font plus grand-chose, mais ils faisaient plus du journalisme de fond que ben des affaires qui se réclamaient de faire du journalisme sensationnaliste de fond. Mais Montréal Blog. C'est un peu gonzo aussi. Là. Oui, absolument. Mais, anecdote. Mais c'est pas du niveau National Enquirer, là. C'est comme... Non, mais c'est intéressant parce qu'ils vont vraiment dans les sous-cultures puis dans des sujets qui sont pas couverts par d'autres médias puis ils ont pas peur d'aller dans les affaires un peu whack. Mais j'ai une anecdote par rapport à Vice. Oui. Puis avoir ta photo sur un magazine, c'est que mon patron avait un numéro de Vice sur son bureau qui était sur la culture métal en Ukraine.
Très nice. C'est un vieux numéro de Vice, là. Par contre, je pense que ça date de 2016, quelque chose comme ça. Puis sur la couverture, il y a comme une jeune femme gothique avec des longs cheveux bruns, un toupette, puis un corpse paint, qui est un maquillage en noir et blanc, pour ceux qui savent pas ce que c'est. Et il l'a eu sur son bureau pendant comme 2 semaines, et pendant 2 semaines, les gens passaient au bureau à mon boss, me regardaient, regardaient le magazine, prenaient le magazine, levaient le magazine, le mettaient à côté de moi, et je les voyais qui regardaient, comme... réalisaient qu'il était écrit « Sous-culture métal en Ukraine », le remettaient sur le bureau à mon boss, et continuaient leur chemin. Mm-hmm. C'est toi, l'image de la sous-culture métal en Ukraine. Moi. Mais j'avoue que si tu passes vite, puis que tu regardes un petit peu trop vite, j'avoue qu'elle me ressemble un peu. Bon! Moi, quand j'avais comme 16 ans. Mais écoute, j'espère bien que t'aurais donné ton consentement pour être sur Vice Magazine 2000. Ben, honnêtement, je me mets à la place de Pascal, puis même si c'est une belle photo, tu sais, je la trouve très cool, la photo, j'aurais capoté. Ben, comme... D'avoir ma photo sur un magazine, comme, sans que j'en aie la conscience. Oui. J'aurais capoté. Honnêtement. Ben, moi aussi, j'aurais capoté. Puis oui, c'est une photo cool. Puis, tu sais, une affaire qui disait, c'était comme « Ah, c'est vraiment intéressant qu'elle l'ait poursuivi parce que, tu sais, ce qu'il faisait, c'est du portrait. Puis le portrait, par définition, se veut un genre de photographie qui est flatteur. » Je suis comme « Oh, wow, il y a plein de photographes qui beg to differ. » Ouais. Puis, je veux dire, il y a plein de peintres qui beg to differ. J'ai jamais entendu parler de Lucian Freud. Oh, c'est un de mes peintres préférés. C'est tellement beau, Lucian Freud. Mais c'est ça, je veux dire, le portraiteur, le fait de prendre des portraits comme étant de manière inhérente quelque chose de flatteur, c'est pas une affaire qui est d'actualité. Non, mais même ça, c'est plus l'origine du portrait. Oui, c'est ça. Quand les artistes travaillaient pour des familles très riches de nobles, puis qui faisaient les portraits les plus flatteurs possibles, puis même, fun fact, les visages, c'était la seule chose qu'ils mettaient. Souvent, il y avait des tableaux déjà peints. Ah, nice! Puis ils rajoutaient le visage dedans? Oui, ils faisaient juste mettre le visage dans le milieu. Ben, c'est comme toute l'affaire de Anne de Clèves, puis le portrait réalisé par le peintre flamand Holbein. Tu connais cette histoire? C'était la 4e femme de Henri VIII, qui était une jeune... Anne de Clèves était elle était jeune, et Henri VIII était vieux et dégueu. Je pense pas que c'est des statements controversés, mais je pense qu'elle avait peut-être 16 ans. Je pense pas qu'on a des Henri VIII apologistes. Non, je pense pas. Sa 3e femme venait de mourir, pas en couche, mais direct après les couches, parce que les années 1500, tu sais. Puis, il a demandé à tous les peintres d'envoyer des photos des plus belles princesses de toute l'Europe, puis grâce à ça, il a comme fait un magnifique Tinder, puis il a comme choisi le portrait, puis il a dit « Oh my God, Anne de Clèves est tellement belle! » Puis là, quand il l'a vue en vrai, il trouvait qu'elle était pas aussi belle que son portrait. Elle était mid. Mais en plus d'être mid, elle parlait pas anglais, elle parlait juste allemand, et elle voulait rien savoir de lui parce que c'était un gros dégueu. Fait qu'il l'a mariée, puis après ça, il était comme, elle est insupportable, cette jeune fille allemande qui ne veut pas apprendre ma langue et qui veut pas coucher avec moi parce qu'elle trouve que je suis un gros dégueu. Et en plus, elle est un peu mid. Je vais faire annuler notre mariage. Wow. Fait que oui, portraiteur comme étant quelque chose de flatteur. C'est ça. Moi, je regardais le portrait de Pascal-Claude Aubry, pardon, puis je me disais, tu sais, on a toutes des insécurités, puis oui, la photo est cool, mais peut-être que c'est pas ça l'allure qu'elle veut avoir publiquement. Ben, tu sais, elle est comme, en bon français, elle était vachée sur le trottoir, là. Oui. Puis comme, moi, je trouve que j'ai pas une bonne posture. S'il y avait juste un dude qui arrivait dans la rue qui prenait une photo de moi, comme, clairement, je serais pas fière de ma posture, peu importe si tout le monde trouve que, comme, j'ai l'air tellement cool avec mon petit chandail qu'Audrey m'a donné, tu sais. C'est que, on s'en sacre. Non, puis c'est ça, dans le fond, juste pour continuer ma pensée sur le portrait, c'est que le portrait, vraiment, à l'époque, maintenant, les peintres qui font encore du portrait, eux, font du portrait moins flatteur. Ils font du portrait beaucoup plus réaliste, comme Lucian Freud, comme... son nom m'échappe, j'aime tellement ce qu'elle fait. Jenny... c'est une peintre anglaise, c'est elle qui a fait la couverture de The Holy Bible des Manic Street Preachers. Mm-hmm. Ils font du portrait, mais hyper réaliste, donc avec les défauts des gens dessus, parce que, justement, l'art, c'est plus quelque chose... Ben, je veux dire, c'est encore quelque chose de très comme, pour les riches, mais l'art, maintenant, ça a vraiment changé. C'est plus comme pour donner des images idéalisées, c'est vraiment plus pour capturer la réalité, puis faire un commentaire sur la réalité dans laquelle on vit. Ben, c'est comme la portraitiste des stars, Annie Leibovitz.
Oui! Oui! Grande photographe. Grande photographe, c'est ça, qui avait pris le portrait absolument scandaleux de Demi Moore qui était enceinte! Oh! Et du dos de Miley Cyrus! Oh mon Dieu! Mais non, mais c'est ça. Maintenant, il me semble que, justement, le portrait n'est plus nécessairement quelque chose qui est positif de manière inhérente. Puis c'était juste comme un argument qui était whack. Puis voilà, c'est de ça que j'accuse Gilbert Duclos. C'est juste de pas être ouvert d'esprit à comme améliorer ta pratique. Mais c'est ça. Là, ça me... Je suis comme ça me casse. C'est quoi le nom de cette peintre? Ah, de ta peintre qui a fait la couverture des Manic Street Preachers. Manic Street Preachers. Bon, mais c'était super intéressant. Puis encore une fois, je m'excuse s'il y a des hommes blancs hétérosexuels qui font de la photo, qui nous écoutent. C'est rien de personnel. Ben, il y a aussi des femmes blanches hétérosexuelles qui ont ce problème. Je pense que juste être réfractaire au changement, c'est quelque chose qui peut affecter tout le monde à tous les âges. Mais qui a plus de chances d'arriver quand tu vieillis. Oui. Voilà. Parce que tu te sens dépassé. Ben oui, puis on n'aime pas ce qu'on connaît pas, comme dans la toune de La Belle et la Bête. C'est vrai. Ça nous fait peur. Voilà. Ça, c'est pas la première fois que je cite la chanson de La Belle et la Bête. C'est-tu la première fois que je fais ça? C'est la première fois. Ouais, ok, ben je dis ça souvent, c'est ma phrase préférée de la chanson, où est-ce que tout le monde veut aller avec des fourches pour prendre d'assaut le château, c'est ça. Celle-là. Dans la version originale, ça dit « On n'aime pas les choses qu'on connaît pas, ça nous fait peur. » On n'aime pas ça. Ouais, et c'est le mob mentality, puis c'est ça, on n'aime pas ça, les choses qu'on connaît pas. On n'est pas capable de comprendre c'est quoi les personnes trans, fait que ça vire en violence. Parce qu'on n'est pas capable de gérer nos émotions. Pas moi, là. Les personnes transphobes, je parle. J.K. Rowling, par exemple. Oui, J.K. Rowling, qui... je sais pas, si j'avais autant d'argent qu'elle, le nombre de problèmes sociétaux que j'aimerais régler, là... Mais en même temps, je pense que c'est ça l'affaire. À un moment donné, t'as trop d'argent, fait que t'as trop de temps libre, pis t'as plus de problèmes qui te concernent à régler. Fait que tu crées des problèmes. Fait que tu veux t'occuper des problèmes qui concernent les autres. Exactement. Mais c'est pas un problème d'être une personne trans. Même pour elle, c'en est un. C'est une réalité. Oui, mais là, tu es en train de dire des choses très controversées. Ouais. Les personnes transphobes vont être fâchées contre nous. Bouh! Come at me, personne transphobe. Alors, merci d'avoir été des nôtres. Si vous aimez ce qu'on fait et que vous n'êtes pas choqués quand je dis que les personnes transphobes peuvent aller prendre une marche. Je pense qu'ils sont pas choqués, les gens. Je pense qu'ils savent... Si on y écoutait jusqu'à ce moment-ci... Oui, ils savent, effectivement. Alors, si vous aimez ce qu'on fait, on vous encourage à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, @unpeudecrime, sur Instagram, @unpeudecrime dans ton café. Et si vous aimeriez nous soutenir financièrement, vous pouvez le faire car nous avons un Patreon. Il y a différentes catégories pour différents prix qui vous donnent différents avantages, dont un shout-out en ondes. Alors, merci, PA. Faut-tu me dire c'est qui les gens? Je l'ai pas ouvert sur mon ordi! Mais on veut s'excuser aussi, je tiens à m'excuser à Guillaume, qui nous avait dit qu'il s'appelait Guillaume. Puis après ça, il était comme, mais vous étiez donc bien en alphabet, je m'appelle Guillaume. Oh mon Dieu, on est donc bien en alphabet! On s'excuse, Guillaume. Oui, ok. Ah, ben tu le connais par cœur? Qu'est-ce qui se passe? Attends. Parfait. Je prends ça. OK. Devriez voir le setup qu'on fait. C'est beau! Bon, fait que t'as dit merci PA. Oui. Merci Stéphane Côté, qui est peut-être dans ma famille. Merci Geneviève Duplain. Et merci Monica la mitraille. Non, Monica Demers. Merci beaucoup de vous être abonné à notre Patreon. J'ai le micro dans la main comme une rockstar qui s'en va dans la foule. Est-ce que tu prends pour Freddie Mercury? Oh oui. Hey, Je me rassois. C'était beaucoup trop rockstar comme moment. On dirait vraiment que j'allais aller dans la foule et faire comme avez-vous des demandes spéciales? La foule étant mon chat. Oui! Et j'aimerais ça entendre Another One Bite the Dust. Ah. Another One Bite the Dust. Puis là, les gens sont comme mon Dieu, Freddie Mercury était dans le salon à Audrey, ça n'a pas de sens. Alors, merci d'avoir été des nôtres. On vous invite à revenir dans 2 semaines pour une autre histoire de crime et de café. Et pour les gens qui n'en ont pas assez, on va vous raconter quelque chose. On s'en va à l'hôpital Saint-Vincent, ma chère. Ah, OK. Oh, on est de retour dans le stade. Je vais manquer mon autobus. Oui! Oui!
Catherine, Docteur Catherine! Bonjour, Docteur Audrey, comment ça va? Ça va? On m'a Oui. dit que vous aviez une anecdote à me raconter. Oui, j'ai transformé toute la salle de repos en gym parce que ma femme veut plus de moi, Oh, puis yeah. c'est juste là que je vis maintenant. Alors on pousse de la fonte pour oublier la honte. Hey, c'était toute une toune, ça. Avec toute une toune, C'était toute une toune. Ta-ta-ta-ta-ta. Hey, ça fait longtemps que j'avais pas pensé à Jonathan Pinchot. Tu vas pouvoir la mettre dans notre Music League. Tabarnouche, watch me. Non, je sais pas dans quelle catégorie je voudrais ça. Ben, dans C'est- Artist Solo, il était dans Okume. Ouais, j'allais dire quelque chose de controversé, me mettre ça dans la catégorie la toune que je suis la seule personne à aimer. Non, il y a plein de monde qui aimait ça. Ben oui, c'est ça. Ben oui, aujourd'hui, je voulais te raconter une grosse histoire. Ouais. L'histoire de Geneviève Schmidt qui Oui. crisse son camp à l'étranger. Bye bye. J'en ai parlé dans un épisode, mais je pense que je l'ai coupé au montage. Oh, Fait que je vais pouvoir It's on tout the te cutting floor. It is on the cutting floor. Me te raconter la fois que Geneviève Schmidt, la belle chirurgienne intensiviste de Saint-Vincent, qui a de magnifiques cheveux, Oui. et d'encore plus beaux boobies, on les a vus dans un épisode. Ah. Mais il était dans sa brassière, tu sais, c'était correct. Il était Il était encapsulé. à domicile. Il était à domicile. Il était pas juste l'ours de même dans le champ, là, il était à domicile. C'est ça. Mais donc, Geneviève Schmidt, qui est une chirurgienne intensiviste incroyable, se fait approcher par un hôpital à Riyad pour aller travailler là-bas pendant 1 an de temps. Pour faire des chirurgies avec des bras robotiques du futur, parce qu'apparemment, il y avait comme full d'argent à cet hôpital et il y avait des technologies qu'il n'y avait pas dans le petit hôpital de pauvres de Saint-Vincent. Non. Ici, c'est des écureuils qui courent pour faire de l'électricité dans les génératrices. Oui, puis à un moment donné, les écureuils arrêtent de courir parce qu'il y a une panne d'électricité. M'a Puis là, traité c'est ça dans l'hôpital une Maisonneuve. autre affaire Ah, de... oups. Whoop! M'a t'expliqué ça dans un autre épisode des 2 minutes de start. Mais donc, Geneviève Schmidt se fait approcher pour aller travailler à l'étranger pendant 1 an. C'est l'opportunité d'une vie. Mais là, il y a comme des petits problèmes. D'abord, elle a un fils de 15 ans qui s'appelle Siméon et qui est sur le spectre de l'autisme et qui fonctionne pas très bien tout seul, mais je veux dire, dans tous les cas, un message à tous les parents, abandonnez votre enfant de 15 ans pour aller travailler à l'étranger pendant 1 an quand vous êtes solo parental, c'est peut-être pas l'idée du siècle de toute façon. Mais donc, la première question c'est, ben là, si je m'en vais à Riyad, qui va s'occuper de Siméon? Qui? Quand je suis mère monoparentale et que le père de mon enfant ne l'a jamais acknowledge, le père de son enfant était Normand d'Amour. Exactement. Exactement. Mais aussi, la deuxième question, c'est comment puis-je partir pendant 1 an à Riyad quand mon chum, Monsieur Plaisir Gastronomique, est préposé aux bénéficiaires... Non, est infirmier, pardon. Oui. J'allais dire non, il n'est pas préposé aux bénéficiaires, il est infirmier, à l'hôpital Saint-Vincent et que lui ne peut pas quitter sa job d'infirmier parce qu'il On est en manque. le délégué syndical des infirmières. Syndic. Il s'indigne contre tout. Il s'indigne et donne, comme dirait François Pérusse. Mais donc, c'est ça. Fait que là, Geneviève Schmidt a plein de questions à se poser. Puis là, Daniel, il dit, garde, je t'aime, Isa. Daniel, c'est Monsieur Plaisir Gastronomique. Il dit à Geneviève Schmidt, Isa, je t'aime, Isa. T'es la femme de ma vie. M'occuper de Siméon pendant que t'es partie. J'ai toujours rêvé d'avoir des enfants. Ça va me faire plaisir de step up puis d'être un stepdad. Ha! Step up, stepdad. Step up to the C'était mon film stepdad préféré de duties. Step Up. Je sais, c'est bon, hein? C'est celui où est-ce que Step up, Channing stepdad. Tatum, il apprend qu'il y a un enfant, puis là, il faut qu'il s'en occupe. Puis tout. C'est ça. Non, ça, c'est Big Daddy, le Ouais. film d'Adam Sandler. Non, donc c'est ça, il dit, je vais step up, je vais step in, je suis capable, je vais être un stepdad. Step up, step in, stepdad. Puis là, pendant ce temps-là, Geneviève Schmidt rencontre le frère de Jean-Nicolas Véro, l'avocat véreux. Parce que, ça, je vous l'ai déjà raconté dans un autre 2 minutes de stat. Je vous le rappelle. Jean-Nicolas Véro, l'avocat véreux, était un intensiviste qui travaillait à l'hôpital et qui s'est fait crisser une volée par la mafia qui était fâchée que Normand d'Amour voulait messe avec les attributions des infirmières dans l'hôpital parce que la mafia, la pègre, contrôlait des agences privées d'infirmières.
Puis là, il comptait sur... Je me rappelais pas de ça. Oui, il comptait sur des contrats d'octroi de services pour faire travailler leurs infirmières. Puis le Normand d'Amour voulait plus faire ça, fait qu'il voulait pétailler à la Normand d'Amour. Mais le Normand d'Amour était on leave parce qu'il avait crissé une volée à un gars dans l'hôpital et avait été remplacé en tant que directeur des services professionnels de l'hôpital par Jean-Nicolas Véraud. Fait qu'il y a eu erreur sur la personne et des gens qui sont allés le tabasser jusqu'à ce qu'il attrape le coma. Oh non! Puis là, il est dans le coma pendant comme vraiment longtemps. Mais là, finalement, il se réveille puis il y a genre basically moins 5 séquelles. Sérieusement, c'est comme... il y a de la misère à gérer ses émotions. Oh. Ce qui est le cas de bien des gens qui ont pas reçu la raclée du siècle. Mais donc, OK, lui, il est encore dans le coma à ce moment-là dans l'émission, puis là, son frère vient souvent le visiter, et son frère, justement, a des liens avec la pègre, et est comme un petit peu responsable de l'état dans lequel il se trouve, tu sais, puis il se sent mal, fait qu'il va le visiter, tu sais. Puis là, il croise Geneviève quand même Schmidt. avoir un cadeau à Noël. Non! Il croise Geneviève Schmidt, qui est l'intensiviste qui s'occupe de lui, tu sais. Puis elle trouve donc belle avec ses beaux grands yeux bleus, puis ses seins qui sont au domicile, puis ses cheveux blonds. Puis là, Isa, elle se dit, mais que faire avec ma vie? Est-ce que je m'en vais à Riyad? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'aime Daniel? Mais là, Daniel veut s'occuper de mon gars. Fait que la meilleure façon de régler tout ce problème, c'est d'aller prendre un verre avec le frère de Jean-Nicolas Véraud, l'avocat véreux, et de coucher avec lui dans les toilettes. Oui. Fait qu'elle fait ça. Ouais. Puis, après ça, à part Ariad, en emmenant son fils et en avertissant personne qu'elle allait faire ça. Genre, littéralement, à FaceTime tout le monde, y compris son chum, pendant qu'il est à l'aéroport avec son fils. Puis lui, il est comme « Yo, je pensais que je m'en occupais de Siméon, moi, dans la prochaine année, là. Qu'est-ce que tu fais, moi, elle les a pas tabarnak? FaceTimés pendant qu'elle pounait dans la salle de bain. Non, au moins. C'est déjà un peu plus classique. Elle part... Et ensuite, elle donne plus de nouvelles à personne parce qu'elle a une petite cas de conscience qu'elle a couché avec un autre gars, tu sais. Fait qu'elle donne plus de nouvelles à Daniel, il sait pas ce qui se passe, elle veut pas répondre à ses appels, il sait pas pourquoi elle a pris cette décision-là, elle veut pas y expliquer, parce qu'elle avait de la misère à gérer ses émotions, on va s'entendre, là. Fait que là, pendant ce temps-là, pendant qu'elle est partie, lui, il tombe sous le charme d'une belle madame qui travaille à l'administratif, qui s'appelle Laurence Caron. Oh, Laurence Caron est une femme qui sait ce qu'elle veut et qui... Elle veut des plaisirs gastronomiques. Ben, comme elle veut des plaisirs gastronomiques et elle le dit et lui trouve que ça y tente d'y en donner puis ça finit par un cuni dans un des garde-robes de l'hôpital, là. Ouais. Mais donc... Il s'en passe des affaires dans ses garde-robes. Il s'en passe des affaires à Saint-Vincent. Il y a personne qui travaille jamais. Fait qu'il finit par avoir une full-on affaire avec... affaire, une full-on aventure extra-conjugale avec Laurence Caron. Et, tout à coup, Geneviève Schmidt revient chez eux. C'est pas annoncé. Elle revient après comme 5 mois d'absence quand elle était censée être partie 1 an uninterrupted. Et elle pogne Daniel à coucher avec Laurence Caron sur son comptoir de cuisine et elle est en tabarnak. Daniel, c'est un asti! Elle dit à tout le monde à l'hôpital que Daniel, c'est un asti. Puis là, tout le monde est comme « Ah, Daniel, t'es un asti! » Et là, il transparaît un petit peu qu'elle est revenue parce qu'elle était tombée enceinte du dude avec qui elle avait couché juste avant de partir, puis qu'elle est revenue au Canada pour se faire avorter. Oups, mais ça, elle le dit pas à Daniel tout de suite, il va finir par l'apprendre après, et apprendre aussi le fait qu'elle l'avait trompé, mais elle maintient dans sa version que c'est Daniel qui est un tabarnak, et surtout Laurence Caron, qui a volé son chum. Ouais, là... La tabarnak! Fait que là, au final, Daniel, il était plus avec elle. Non. Avec Geneviève Schmidt. Ben non. They were on a break! They were not on a break, mais they kind of were parce qu'elle est partie! Mais donc, Daniel sort avec Laurence Caron et Geneviève Schmidt, pendant ce temps-là, elle n'a aucun scrupule et décide qu'elle va le regagner. Oh. Parce que finalement, c'était un hostie, puis il l'a trompé, mais elle l'aime encore, puis elle voudrait donc le ravoir, mais il y a la maudite Laurence Caron qui est encore dans le décor. Alors, une fois que Daniel s'est fait sprayer dans les yeux avec du liquide nettoyant, et qu'il a maintenant les yeux bandés pendant comme 48 heures, là, le temps que comme sa cornée elle se replogue ou je sais pas quoi, là, Geneviève Schmidt va chez lui,
en lui disant, tu sais, je vais m'occuper de toi, tu peux pas, tu sais, t'occuper de ta maison parce que... Et finalement, elle lui met ses boobs d'en face, c'est là qu'on voit ses boobs. Ah. Et on suppose qu'après ça, il y a du ben kinky sexe parce que lui a un bandeau pis il voit littéralement rien jamais. Fait que... Après ça, elle est comme, pensais qu'elle allait comme pas y dire que c'était elle, pis j'étais comme... Non, non! Ça, c'est illégal! Non, non! Il le sait, pis il est dans tabarnak parce que lui, il a jamais arrêté de l'aimer et elle a brisé son cœur en partant puis en couchant avec l'autre gars. Mais on a tout oublié ça parce que Daniel, c'est un sacrament. Oui. Pis c'est Geneviève Schmidt, le personnage principal. Lui, c'est un personnage secondaire pis qu'on l'aime moins. Ouais. Fait qu'on a le droit de le kicker dans la face. Fait que là... Si on suit bien, Isa et Daniel étaient ensemble. Daniel a une aventure avec Laurence Caron. Daniel est avec Laurence Caron. Daniel a une aventure avec Isa. Puis là, elle arrête pas de dire « C'est quand que tu vas laisser ta blonde? » Mais genre, ça me préoccupe pas tant que ça. Mais comme, c'est quand que tu vas laisser ta blonde? Mais comme, ça me dérange pas, tu sais, je suis une femme indépendante. Mais c'est quand que tu vas laisser ta blonde? Quand tout à coup, on apprend que Laurence Caron est tombée enceinte. Oh non! Puis Daniel, lui, il a toujours rêvé d'avoir des enfants. Il avait dit aussi, m'a m'occuper de ton gars comme si c'était le mien parce que j'ai toujours rêvé d'avoir des enfants. Fait qu'il était, tu sais, pas mal broken-hearted de savoir qu'elle s'était fait avorter parce qu'elle pensait qu'elle était enceinte de l'autre gars. Il y avait des chances qu'elle soit enceinte de lui. Il en avait pas parlé, puis comme lui, il a toujours rêvé d'avoir des kids. Puis il aurait juste aimé être inclus dans cette discussion-là. J'aurais aimé ça qu'on s'en parle. Fait que là, il apprend que Laurence Caron est enceinte, mais il est comme, faut que je la laisse, parce que je vais retourner avec Isa, la femme de ma vie. Puis là, tout le monde, il dit, Daniel, t'es un trou de cul, tu brettes tout le temps, puis là, faut que tu te branches. Moi, je vois pas pourquoi c'est lui le bad guy dans ce scénario-là. Mais c'est vraiment ça, le narrative de toute l'émission. Fait qu'au final, il laisse Laurence Caron, qui est comme, tabarnak, je suis enceinte de 3 mois, fuck you. Oui. Et il retourne avec Isa. Et là, on arrive à la finale de la saison 3, où est-ce qu'on est maintenant? Parce que là, Laurence Caron est enceinte de 5 mois, puis là, elle a bien mal au ventre. Puis là, elle se pointe à l'urgence, puis elle est comme, j'ai bien mal au ventre. Puis là, Jacob est comme, cool, on va regarder ça, ton ventre. Puis là, il regarde ça, puis là, Daniel est comme, hey, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? T'es-tu correct? Le bébé, est-tu correct? Puis là, elle est comme si ça t'intéressait. Ben oui, mon monsieur. tabarnak, tu m'as quitté pour la femme avec qui t'étais quand on a commencé à coucher ensemble. C'est ben trop alambiqué, cette histoire de couple. Et finalement, il découvre qu'elle a un décollement placentaire, pardon. Donc, elle devrait être alitée pour comme le reste de sa grossesse. Oh non! Puis là, c'est comme un peu space, parce qu'ils ont établi plus tôt dans l'histoire qu'elle est une mère monoparentale aussi, puis qu'elle a 2 enfants déjà. Puis là, elle était comme, ben j'avais des maux de ventre, puis j'avais comme des saignements, mais comme je pensais pas que c'était grave. Puis là, c'est comme, ben t'as déjà eu 2 enfants, fait que tu sais, c'est quoi une grossesse? Fait que, oui. en tout cas... En tout cas. Bon, je sais pas. Il y a un petit problème dans l'écriture de ce bout-là, là, mais au final, il la garde à l'hôpital pendant comme 1 semaine, tu sais, pour faire du monitoring, parce que c'est grave un décollement placentaire. Ça peut faire une naissance prématurée, puis une morti-naissance. C'est grave, tu sais. Fait que là, pendant ce temps-là, Laurence Caron, elle est aux soins intensifs de Saint-Vincent, surveillée par Geneviève Schmidt, qui est comme, ma tabarnak, elle porte l'enfant de Daniel. Tu portais peut-être l'enfant de Daniel, t'es allé le faire avorter. Ouais. Il y a plein d'affaires. C'est peut-être l'enfant de Dieu aussi. Ça n'a pas de sens. Mais c'est peut-être l'enfant de Dieu aussi. Puis zéro shame pour aller se faire avorter. Absolument pas pantoute. C'est pas du tout ça la question. Le shame, c'est comment ça que c'est lui qui a tout le blâme et les problèmes dans cette relation quand Geneviève Schmidt est continuellement terrible avec lui. Fait que là, elle est super jalouse parce que Daniel est comme « Ouais, non, je vais passer la nuit à l'hôpital, assis sur une chaise pas confortable à côté du lit de mon ex qui est enceinte de 6 mois de notre bébé. » Oui. Que j'ai toujours rêvé d'avoir, tu sais. Puis à cause de ça, Isa est vraiment, vraiment, vraiment pas contente, vraiment insécure. Puis là, il y a un soir où est-ce qu'elle est comme, parce qu'elle a le cancer du sein pendant tout ce temps-là, puis elle va vous raconter ça une autre fois. Un soir, elle est comme, demain, je commence ma radiothérapie, on peut-tu passer la soirée ensemble? Puis là, Daniel est comme, Laurence, ça vient de rentrer au service aux soins intensifs, j'aimerais ça rester avec elle. Fait que là, Isa est comme, d'accord. Fait qu'elle s'en va dans l'ascenseur. Puis là, dans l'ascenseur, elle croise Antoine Bertrand, qui est le relationniste de presse de l'hôpital. Puis Antoine Bertrand, il la trouve bien cute, puis il a déjà dit, puis elle a dit « Non, moi, je suis dans le processus de revenir avec mon ex. » Mais là, es-tu dans le processus de revenir avec Daniel? Ou si elle préfère frencher Antoine Bertrand dans l'ascenseur? Option 2. Option 2. Elle fait ça. Option 2. Hein? Option 2. Fait que là, elle a encore une fois trompé bon Daniel. Choix. Non. Puis là, finale de saison,
Laurence Caron, elle retourne chez eux, puis elle est comme, tout est sous contrôle, je devrais être alitée, mais je veux juste comme continuer à faire n'importe quoi. Alors, elle l'accouche prématurément à 6 mois d'une césarienne d'urgence, et donne naissance à un petit bébé de 6 mois. Petit bébé. Je suis désolée, no shame, OK? Puis no shade, puis tout, là. Mais ça fait peur, un bébé prématuré. C'est comme pas... C'est un petit peu inquiétant. Mais le bébé, il est vivant. C'est pas mal tout ce qu'ils nous disent. Okay. Tu sais, parce qu'à 6 mois... c'est titi. Tu vas passer 4 mois, là. Tu vas passer 3 mois complétés dans un incubatoire et c'est pas mal up in the air ce qui peut se passer à partir de là. C'est comme... Il est vivant, c'est le meilleur constat qu'on peut avoir pour le moment. Alors, c'était la saga de la magnifique relation entre Isa et Daniel, le gars des plaisirs gastronomiques. J'aime ça, c'est sain. C'est sain, hein? C'est vraiment beau. Puis c'est vraiment lui le trou de cul, parce que Laurence Caron était donc une femme terrible, mais en même temps, Isa fait juste le tromper à tour de bras. Ça n'a pas d'allure, sérieux. Sérieux, il aurait dû rester avec Laurence. Moi, je suis team Laurence. Ben, comme, oui, Laurence avait l'air d'une personne un peu contrôlante et un peu type A, mais comme... Geneviève Schmidt a l'air un peu contrôlante et un peu type A aussi, fait que, tu sais, c'est peut-être son style, je sais pas. Ouais, c'est son style de femme. Puis moi, je l'ai en travers de la gorge, sérieux, que tout le monde est comme « Ah, Daniel, c'est tellement un trou de cul, mon Dieu, c'est un trou de cul, il a trompé Isa pendant qu'elle était partie à Riyad, il l'a trompé. » Oui, elle arrête pas de le tromper! Elle trompe avec tout ce qui bouge. C'est comme 2 poids, 2 mesures, là. Fait que voilà, c'est ça l'histoire qui se passe. Moi, je suis pas team Isabelle, je suis team Daniel. Moi, je suis team Daniel. On va me faire un chandail team plaisir gastronomique. Je veux tes plaisirs gastronomiques. Non, on va pas faire ça, non. Non? Tu veux pas faire ça? Non. Avec la face à... Je pense que ça va être Bruno Marcel, c'est ça son nom? On a fait la même, avec sa face. Refusé? Ok, non. Parfait. Bon, je vois que tu veux que j'arrête de parler, tu vas arrêter l'enregistrement direct en même temps que je trouve plus la petite flèche. Ah, mais correct. Bon, ben, c'était ça. C'était les 2 minutes de stat. C'est les 2 minutes de stat. On a décanté, hein. Stat!